J'ai la joie et le plaisir d'accueillir Pascal Lardelier, donc, qui est de l'Université de Bourgogne et qui travaille sur des choses qui nous intéressent. Donc, la première fois qu'il était intervenu, c'était dans le colloque IMPEC sur les écrans et de séduction, enfin disons les rencontres par écran sentimentales. Et aujourd'hui, donc, voilà le titre de son intervention, des formes de la communication aux arcanes de l'interaction. C'est bien pour Icare, c'est vraiment tout à fait spécifique pour nous. Un parcours de chercheur très singulier comme nous le sommes, donc c'est tout à fait adapté. Merci, alors je te laisse la parole et on va interagir avec toi dès que tu auras terminé, mais prends ton temps, on est tout très bien. Donc dans un premier temps, je remercie très sincèrement Christine de son invitation. Alors c'est vrai que je me suis dit il y a quelques semaines que j'avais été imprudent d'accepter cette invitation parce que les représentations étant ce qu'elles sont, je me suis dit, moi, petit artisan de la recherche, puisque je vais vous raconter le parcours d'un artisan de la recherche, parler dans un cénacle aussi prestigieux que l'ENS, et j'ai presque flippé. Et puis c'est vrai que je connais assez peu Christine, mais on se connaît bien pour autant, et puis on a ce que les jeunes appellent un bon feeling, ce qu'on appelle quand on drague sur Internet un bon feeling. Donc, en tout cas, tu as, Christine, cette distance au rôle qu'on évoquait tout à l'heure, qui me plaît bien. Et voilà, c'est sur la base de cette amitié naissante que j'ai accepté cette invitation, et donc je t'en sais vraiment gré. Alors, tu m'avais dit, j'ai un peu carte blanche. Alors, carte blanche, j'ai pas mal réfléchi à ce que je pouvais faire. C'est vrai que la conférence était calée depuis très longtemps, depuis l'été dernier. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai commencé à voir ce que je pouvais vous présenter. Alors, j'avais parlé lors de la conférence inaugurale d'IMPEC de l'amour sur Internet. Vous savez que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. Je voulais pas refaire la même chose. Et puis, voilà, donc j'ai usé, et j'espère que je n'abuserai pas de la carte blanche. Alors, il y aura 3 parties dans ma présentation. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu ce parcours de recherche, puisque ça fait un peu plus de 25 ans que j'enseigne et que je publie. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait durant toutes ces années, et puis on va essayer de trouver des points communs dans un parcours éditorial que d'aucuns trouveraient un petit peu disparate. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter mes travaux, voilà. Puis on va quand même pas passer tout le temps sur ma vie, mon œuvre. Alors après, je reviendrai à un sujet que je trouve intéressant pour vous et qui me passionne, c'est le décodage du non-verbal. Alors c'est vrai que j'ai fait il y a quelques années un ouvrage en 2008 qui s'appelait « Arrêter de décoder » pour en finir avec les gourous de la communication. Et donc c'est un ouvrage qui s'était intéressé au marché éditorial, dans la formation, etc., du décodage du non-verbal. Je vais vous prouver, avec notamment un extrait de la série Lie to Me, je vais vous passer. Donc, je vais vous présenter cet ouvrage. Alors d'abord, c'est un ouvrage qui me semble, il est épuisé, je vais le refaire l'année prochaine. Donc je vous en parlerai longuement. J'avais rencontré Jacques Cosnier chez lui, donc c'est comme tous mes ouvrages, c'est une belle aventure intellectuelle et humaine. Et donc j'ai d'abord écrit ce livre en 2008, je connais bien le milieu de la formation, puisque j'ai été formateur pendant une vingtaine d'années dans de grands organismes privés et publics. Donc j'ai d'abord écrit le livre et après je suis allé rencontrer des tas d'experts, d'Yves Ouinquin, David Le Breton, de Jacques Cosnier à Jean-Pierre Le Goff. J'ai rencontré des tas de gens qui m'ont donné leur avis sur tout ça. Et quand j'étais venu à IMPEC, j'avais parlé de ce thème du non-verbal avec 2-3 personnes, de Catherine Kerbat-Roquiani à celle qui est à Clermont, Domitil. Voilà. Et il y a eu un vrai écho et un vrai intérêt pour tout ça. Et vu que le livre, je le refais cette année, j'aurais besoin de... J'ai récupéré les droits, donc il va être le même, avec bien sûr des choses nouvelles dedans. Donc j'essayerai bien sûr d'être attentif à vos remarques. Et puis pour finir, on parlera un peu de Goffman, puisque l'ouvrage que j'ai dirigé va paraître dans quelques semaines. J'arrive juste un peu trop tôt, ou l'ouvrage va paraître juste un peu trop tard. Mais en tout cas, je vous parlerai de cet ouvrage, donc Actualité d'Erving Goffman, de l'interaction à l'institution. Et quand j'avais fait la conférence inaugurale du séminaire sur Goffman, j'avais fait un travail texte-photo, et j'essaierai, si on a le temps en conclusion, de vous passer des photos que j'avais fait sur l'œuvre d'Erving Goffman. On sait que Goffman était un grand photographe, qui considérait sa sociologie un petit peu comme un acte photographique et une analyse de tout ça. Et donc j'avais travaillé avec une photographe très talentueuse, et je vous montrerai en conclusion comment les grands concepts goffmaniens, on les a illustrés. Voilà, donc j'espère qu'on aura le temps. Alors, donc, pour commencer, le storytelling étant à la mode, eh bien un petit storytelling biographique et la mise en perspective d'un parcours. Donc c'est la première partie de mon propos.
Alors ça commence un peu comme dans une chanson de Francis Cabrel, d'aussi loin que je me souvienne, il n'y a vraiment qu'une chose qui m'a intéressé depuis que je suis enfant, c'est... Alors là, c'est tout venu d'un coup, puis après, je suis arrivé à faire des apparitions, mais j'ai essayé en vain jusqu'au dernier moment en frein, et boum, c'est parti d'un coup. Alors, d'aussi loin je me souviens, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse depuis que je suis enfant, c'est d'écrire. Alors vous allez me dire que j'écris beaucoup, j'y prends beaucoup de plaisir, et il n'y a aucune... j'ai jamais eu de difficulté à écrire, donc c'est vrai que c'est vraiment une chose qui m'a toujours intéressé, écrire et voyager. Et finalement, je suis content parce que j'ai trouvé un métier qui m'aura permis de faire 3 des choses que j'aime les plus sur Terre, parler, écrire et voyager. Avec bien sûr très souvent la rencontre dans les voyages et dans la parole, qui bien sûr n'est pas un soliloque, qui est souvent public. Alors, le hasard objectif, j'en vois 3 dans mon parcours, j'en vois 3. Le premier, c'est que j'ai fait un doc de lettres à Lyon, j'ai oublié de vous dire que je suis né à Lyon il y a 51 ans. J'ai fait ma thèse à Lyon 2, j'ai enseigné longtemps à Lyon 2 et Lyon 3, donc je reviens finalement sur les terres qui m'ont vu naître à l'académie. Et c'est vrai que à 20 ans, je suis parti à 21 ans après un doc de lettres. Alors j'avais du Paul Éluard et du André Breton plein la bouche et plein la tête. Et puis par amour, je suis parti à Berlin et je me suis engagé dans l'armée. Voilà, donc j'ai tout quitté. Mais la belle Allemande que j'avais, pour qui j'allais en Allemagne, elle n'est pas restée très longtemps, mais ça c'est une autre affaire, et la psychologue clinicienne aurait peut-être beaucoup à dire là-dessus. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, en tout cas, je suis allé à Berlin, et au milieu de mon armée, alors j'ai vécu des choses passionnantes là-bas, et au milieu de mon armée, mes parents me disent « Qu'est-ce que tu vas faire en revenant ?» Et en revenant, je leur dis « Je vais faire un BTS de tourisme ». Parce que j'aimais déjà beaucoup voyager, et je me disais que le meilleur moyen de continuer à voyager, c'était d'être forfaitiste, c'est-à-dire d'être la personne qui part dans un pays et qui ouvre des circuits qui après seront empruntés par les tours opérateurs, etc. Mes parents vont dans les écoles de Lyon, il y avait plus de place dans les BTS de tourisme, et faute de mieux, ils m'inscrivent en communication. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans la communication, BTS de publicité, puis après un parcours, comme je l'ai écrit, assez slalomant, puisqu'il y a des disciplines qui permettent des parcours assez linéaires, et ce n'est pas le cas de la communication. Donc après ça, j'ai fait une maîtrise de journalisme, un DEA d'histoire du livre, j'ai fait une licence d'histoire, et puis j'ai fait une thèse, et je vais y revenir dans 2 secondes, qui était finalement assez historique, puisque j'arrive au fonds ancien de la bibliothèque de Lyon, où j'allais passer 3 étés, entre 89 et 92, et mon directeur de thèse, Bernard Lamizet, me dit « Tu vas travailler sur l'image de l'exotisme au XVIe siècle ». J'avais été vraiment intéressé par le DEA d'histoire du livre que j'avais fait à l'ENSIB. Et donc, on partait sur une thèse assez historisante, et donc il me dit « Tu vas travailler sur l'image de l'exotisme ». J'arrive, j'essaye de constituer un corpus, et on me dit « Il n'y a vraiment pas de quoi faire un corpus, il y a à la rigueur de quoi faire un article, mais certainement pas une thèse. Par contre, on a des dizaines et des dizaines de relations d'entrée royale. » Et les relations d'entrée royale, c'est quoi? C'était les ouvrages qui relataient, relations, les visites des souverains dans les villes, à une époque où la monarchie était encore itinérante. Donc deuxième hasard objectif et match point, la balle peut tomber d'un côté ou de l'autre, et je me retrouve à faire une thèse sur les rites politiques dans la France de l'Ancien Régime. Donc je fais cette thèse qui, je vous le montrerai tout à l'heure, a été éditée chez Honoré Champion par la suite, et donc je fais une thèse sur les entrées royales, et plus précisément le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis à Lyon. Pendant très longtemps, dans la sphère de la communication, j'ai été le type qui avait fait une thèse sur Henri IV. C'est assez peu commun quand même, alors qu'Internet commence à émerger, alors que les médias audiovisuels se taillaient la part du lion dans les crédits de recherche, c'était quand même assez bizarre de faire une thèse sur Henri IV et Marie de Médicis, et oser vouloir la faire enregistrer au cadastre des sciences de la communication, ce que j'ai réussi l'exploit de faire. Bon. Je fais la thèse, je la soutiens en 93 à Lyon, je suis nommé tout de suite maître de conférence à l'université de Nice. J'arrive à Nice et j'en ai fini avec mes match points, et je me dis, j'arrête avec les rites politiques, j'arrête avec l'anthropologie historique, je vais faire des choses un petit peu plus sexy, sur l'analyse des discours médiatiques, etc., etc. Première année, Nice et Cannes, c'est à côté, je suis invité au Festival de Cannes, et de quoi je m'aperçois? En invité du Festival de Cannes, tout ce que j'avais mis au jour sur les rites de la France de l'Ancien Régime se retrouvait, trait pour l'apparition de Nicole Kidman, de Gérard Depardieu et de Tom Cruise. Tout le système, tout l'appareillage rituel, tout le dispositif de monstration, de corps charismatique, etc., tout était exactement mutatis mutandis, comme dans la France de l'Ancien Régime. Je me suis dit que quand même les rites n'allaient pas me lâcher, que je n'allais pas lâcher les rites, et donc j'ai continué donc à
à analyser un petit peu tout ça. Et puis comme je le dis en bas, ce qui m'a toujours intéressé, c'est bien sûr d'écrire en première lecture pour les collègues universitaires, mais aussi, j'ai une formation de journaliste, je vous le rappelle, j'ai passé quelques mois à l'AFP, je suis encore chroniqueur dans plusieurs journaux. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'écrire pour des publics différenciés. Oui, en première lecture, j'écris pour des revues classantes, pour mon labo, pour mon avancement de carrière et puis par amour de la science, mais j'ai toujours aussi écrit pour des grands publics, etc. Je vous dirai tout à l'heure que la plupart de mes ouvrages, je les ai aussi faits pour le lecteur de Télérama et l'auditeur de France Inter. Voilà. C'est un petit peu le public que j'ai en tête, hein, et voilà, donc c'est quelque chose en tout cas qui m'est important et qui est intéressant dans la manière dont j'écris. Bon, alors l'histoire officielle, elle est là. Pourquoi vous rigolez, Christelle? C'est pas Christelle, c'est Morgane. Ça vous a choqué que je montre mon Wikipédia? Non, non. Non, c'était l'histoire officielle, je veux dire. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, Christine l'a dit, je suis en sciences de l'information et de la communication. Hein, donc le d'où parles-tu, je vais l'expliciter maintenant. Je dirige un master recherche en sciences de la communication. Je dirige une collection à l'Harmattan qui s'appelle Déo et Débat, débat en un mot, donc qui édite des ouvrages, des essais, hein, et c'est quelque chose qui me va bien. Et je suis co-rédacteur en chef d'une revue franco-coréenne qui s'appelle Épistémé, puisque je vais enseigner tous les ans en Corée à Séoul depuis une dizaine d'années. So when I am in Seoul, I teach in English even if it's a little bit difficult to prepare and so on. Voilà. Alors, d'abord, je le disais tout à l'heure, mon parcours est peut-être moins linéaire que d'autres parce que, eh bien, les sciences de l'information et de la communication, qu'on abrège SIC, ben, c'est une interdiscipline qui est plutôt jeune. La section CNU des SIC a une quarantaine d'années à peine, hein, par rapport à la légitimité écrasante de la sociologie, de l'anthropologie. C'est vrai que nous sommes un petit peu plus récents. Elle est plutôt ouverte, hein, et on le voit dans les recrutements. On arrive encore à recruter énormément de personnes en sciences de la communication qui viennent d'autres disciplines ou qui ont d'autres formations. Donc c'est beaucoup plus dur, je pense, pour des personnes de chez nous de se faire recruter en sociologie, en anthropologie, en sciences du langage. En tout cas, c'est une interdiscipline plutôt ouverte. Elle n'est pas dogmatique. Alors je suis enregistré, je ne vais pas me faire d'ennemis, mais c'est vrai qu'on sait très bien qu'en sociologie, si la note 327 de la page 422, on cite la personne non grata, on risque d'avoir des problèmes qui peuvent parfois vous suivre durablement dans votre carrière. Je ne dis pas que les autres disciplines sont dogmatiques, mais je dis que les sciences de la communication ne sont pas encore gagnées par les querelles de courants, de maîtres et d'écoles qu'il peut y avoir dans d'autres disciplines. Voilà, et c'est important de le dire. Enfin, on n'a pas l'obsession des méthodologies, et c'est vrai que de ce côté-là aussi, il y a une dimension heuristique forte, et les méthodologies sous l'égide desquelles nous travaillons sont quand même plutôt souples. Voilà. Alors, ces SIC sont placés sous l'égide, ou c'est les auspices d'Hermès. Hein, et finalement, Hermès était à la fois, c'est une figure tutélaire tout à fait emblématique, puisque c'est à la fois le messager des dieux, mais c'est aussi la figure tutélaire des marchands et des voleurs. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'on pille d'autres disciplines, mais en tout cas, on grappille, on emprunte de ci, de là. Alors, mon travail dans cette sphère depuis plus de 20 ans, ben, c'est une œuvre ouverte, je mets des guillemets, en dialogue, je vais vous le montrer dans un moment, en échange et en fertilisation croisée avec d'autres disciplines et avec les collègues d'autres disciplines qui ont bien voulu ouvrir le dialogue avec moi. Bon, je ne sais pas si certains m'écrasent de leur mépris ou de leur indifférence, mais en tout cas, j'ai toujours réussi à dialoguer avec les sociologues, avec les anthropologues, avec les sémioticiens, avec les sciences du langage. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, on a un métier qui nous permet quand même de faire des gens qui nous intéressent avec des gens qu'on choisit. Et ce n'est pas le lot quand même de tous les métiers. Je crois que c'est un grand privilège que nous avons. Et puis les principes qui ont toujours guidé mon action, ben, ça a été la liberté, hein, c'est vrai, la curiosité de même, la découverte, et puis les rencontres et le partage. Alors, les contributions, bon, parmi là, je ne vais pas vous présenter tous mes ouvrages, j'en ai écrit une quinzaine, il y en a 2 qui arrivent cette année, j'en ai dirigé une 12aine à peu près. Donc les contributions sociologiques, pourrais-je dire, alors ce sont des essais, je vous parlais tout à l'heure de l'auditeur de France Inter et du lecteur de Télérama, hein, et donc c'est vrai que ce sont des essais qui donnent la parole aux acteurs sociaux. Je suis par exemple très attentif dans cette posture à la démarche d'un Jean-Claude Kaufmann par exemple et à sa démarche compréhensive. Hein, mais en tout cas, je crois que donner la parole aux acteurs et puis rethéoriser la chose ensuite, hein, sur un mode plutôt soft, c'est quelque chose qui me va bien. Et dans cette lignée, bah, il y a eu 3 ouvrages. Il y a eu Le Cœur Net,
sur la base duquel j'avais été invité en juillet dernier à Lyon. Donc c'est un ouvrage qui m'a permis d'être au bon endroit au bon moment, il y a 12 ans. Donc c'était la première sociologie française, je pense qu'on peut le dire comme ça, de la rencontre amoureuse sur Internet, donc le cœur net, célibat et amour sur le web. Donc je l'ai fait en 2004 chez Belin. En 2009, j'ai fait La guerre des mères. Alors pareil, c'est un ouvrage de sociologie donnant la parole aux acteurs, aux actrices en l'occurrence. La guerre des mères, parcours sensible de mères célibataires. Donc 2009 chez Fayard. Et puis le marché de la rencontre amoureuse évolue tellement vite que j'ai fait les réseaux du cœur, sexe, amour et séduction, sur Internet en 2012. Voilà. Donc ce sont des ouvrages sociologiques dans l'esprit, dans la méthode et dans l'objet, et qui essayaient justement de documenter un sujet par rapport aux témoignages et au vécu des principaux intéressés, les célibataires et les mères célibataires en l'occurrence, et qui essayaient de théoriser tout ça. Alors, je vais avancer, je ne vais pas vous faire un compte-rendu détaillé de ce que j'avais mis au jour dans ces ouvrages-ci. Et puis, par extension, une sociologie du quotidien entre émotions, ressentis et sensations. Alors, j'avais fait ce livre il y a déjà 10 ans, Les célibataires, idées reçues. Et c'est un livre qui s'intéressait aux représentations, notamment médiatiques et sociales, autour des célibataires. Le nombre de célibataires a triplé entre 70 et maintenant. Et donc, pourquoi? Alors déjà, j'ai essayé de prendre acte de l'explosion du nombre de célibataires, des institutions du couple, etc., banalisation des séparations, etc. etc. Et puis j'essayais de donner un petit peu la parole à ces célibataires. Et puis pour les 5 ans du 11 septembre, je m'étais piqué d'un livre de commande, pour le coup, qui s'appelait 11 septembre 2001, « Que faisiez-vous ce jour-là » Voilà. Et je demandais à une centaine de personnes comment ils avaient dans un premier temps appris le 11 septembre. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une hypermnésie par rapport à la manière dont on l'a appris et à cette journée du 11 septembre. Et puis je demandais aux gens, 5 ans après, comment ils avaient intégré le 11 septembre et qu'est-ce que ça avait changé finalement dans leur quotidien et dans leur perception du monde, des enjeux internationaux, etc. etc. Alors les contributions anthropologiques, donc entre anthropologie historique et sélio-anthropologie des mondes contemporains, donc le projet, je vais y revenir, qui a trouvé beaucoup de résonance en moi, c'est celui de Marc Auger, et son célèbre manifeste de 1994 pour une anthropologie des mondes contemporains. Et je vais vous dire dans un moment que je n'ai cessé de développer des travaux et d'investir des terrains avec cette volonté de faire une anthropologie à sa suite des mondes contemporains. Alors, Les miroirs du Pan, titre symbolique pour les rites politiques dans la France de l'Ancien Régime. Et donc c'est peut-être le livre qui m'a demandé le plus de travail que celui-ci. Donc Rite et rhétorique politique dans la France de l'Ancien Régime. Donc c'est l'édition augmentée de ma thèse que j'ai fait il y a 10 ans, il y a 12 ans à peu près. Alors ça c'est ma thèse d'habilitation que j'ai soutenue en 99, Yves Ouinquin présidait le jury. Et donc j'en ai fait cet ouvrage-ci. C'était un ouvrage ambitieux, puisque j'essayais de faire une relecture de la société sous le prisme de la question des rites. Et j'essayais, de Goffman à Durkheim, finalement, de voir en quoi la société était un vaste enchevêtrement de formes rituelles, de formes symboliques. Et donc cet ouvrage est paru en 2003. Il a été traduit en roumain, donc il est postfacé par Alain Caillé, l'anthropologue du don. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait matière à bien s'amuser avec les rites postmodernes, les rites faibles, les fêtes rituelles. Donc j'ai fait cet ouvrage-ci en 2005, Les nouveaux rites du mariage gay aux Oscars. Et donc c'est un ouvrage qui essayait de voir en quoi au tribunal, dans le Beaujolais nouveau, dans la montée des marches à Cannes, dans les soutenances de thèse, il y avait encore des tas de formes rituelles qui pour certaines d'entre elles ne disaient plus leur nom, mais qui restaient extrêmement efficaces justement dans la manière dont elles performaient les passages, les changements, etc. Voilà. Enfin, j'ai édité récemment cet ouvrage-ci. Donc c'est assez barthésien dans l'esprit, puisque ça fait 50 ans qu'on n'en finit pas de rendre hommage aux mythologies de Barthes. Et ça, c'est un ouvrage qui regroupe une centaine de chroniques que j'ai données dans des journaux pendant une douzaine d'années. Donc Libération, enfin j'ai fait pas mal de chroniques dans des journaux. Et c'est un livre qui essayait, sur un mode sémio-anthropologique, de voir comment notre société est pleine de mythes, et elle est pleine de rites, bien qu'elle ne le sache plus. Voilà, donc c'est un peu le syndrome de M. Jourdain. Notre société a l'art d'inventer des mythologies et des rites sans tout à fait en avoir conscience. Donc, voilà. Alors, une série au long cours, un anthropologue a, alors je vous renvoie à la célèbre série de Marc Auger,
un ethnologue, vous savez, Marc Auger, donc l'anthropologue de l'École des hautes études, et il a fait toute une série qui a commencé il y a une vingtaine d'années, un ethnologue dans le métro, un ethnologue à Center Park, un ethnologue à la Coupe du Monde. Donc il a fait toute une série comme ça, soit édité dans le monde diplomatique, ils sont d'ailleurs accessibles en ligne, soit édité sous forme de livre. Et donc à sa suite, donc j'ai fait toute une série de textes, un anthropologue, alors au Festival de Cannes. Donc c'est pas désagréable d'être anthropologue au Festival de Cannes, surtout quand on a des entrées pour les soirées Canal+. En plus c'est vrai. Donc j'ai de même fait, je me suis bien amusé en tout cas durant ces 25 ans. Bon, j'espère avoir fait des choses sérieuses, mais en tout cas je me suis bien amusé. Voilà, et c'est quelque chose d'important. Le principe de plaisir, c'est le principe souverain sous l'égide duquel je fonctionne. J'ai même fait il y a quelques années un anthropologue au buffet à volonté. Alors je l'ai édité dans une... Non mais je l'ai édité, rigolez. Je l'ai édité, ça s'appelait « Un anthropologue au buffet à volonté, résurgence postmoderne du pantagruélisme ». Voilà. Et j'essayais de montrer comment, dans le buffet à volonté, il y avait à la fois de la fête des fous, de la saturnale, et il y avait toute une dimension rabelaisienne et pantagruélique. Et donc, voilà, j'essayais d'analyser tout ça. J'ai tenu pendant quelques années un séminaire d'ethno-marketing de l'alimentation à l'IA de Caen. Donc, je parlais des journées entières de l'alimentation et j'en ai fait un ouvrage, vous allez voir dans un moment. Alors, de même, tout ça, c'est tout un ensemble de textes qui ont été édités. Hein. Alors, un anthropologue à l'Apple Store, c'est paru dans une revue classante il y a 2 ans, qui s'appelle Questions de communication. Donc l'article, c'était un anthropologue à l'Apple Store, note de terrain sur le millénarisme d'Apple. Et j'ai vraiment passé 6 mois, d'abord à beaucoup ethnographier les Apple Store, et à voir comment la rhétorique d'Apple et puis la disposition et le dispositif des Apple Store, c'est quelque chose de complètement cultuel. Alors c'est complètement cultuel dans un premier temps. L'Apple Store, c'est un lieu de culte. On vient y célébrer quasiment Notre-Dame de la Pomme. Et puis quand vous analysez, je vous enverrai mon article si ça vous intéresse. Et quand vous analysez la rhétorique d'Apple, je parle de millénarisme, vous allez sur la page d'accueil du site d'Apple, nous ne sommes pas là pour vendre des ordinateurs, nous sommes là pour changer le monde. C'est quand même écrit comme ça. Voilà. Et donc j'ai fait cette longue enquête, texte et images à l'appui. Regardez, ça c'est quand même incroyable, c'est donc le carrousel du Louvre. Donc vous avez la pyramide du Louvre avec la rosace, ou plutôt oui, la rosace d'une cathédrale, qui est en l'occurrence l'Apple Store du carrousel du Louvre. Et donc j'ai passé pas mal de temps dans les Apple Store, et toute la manière dont c'est organisé, la relation client entièrement ritualisée, enfin voilà. Donc je pourrais vous en parler longtemps. Alors, mon dévouement à la cause anthropologique n'ayant pas de limite, il y a 6 mois, il y a 4 mois, je me suis fait introniser dans une célèbre confrérie vineuse de Bourgogne, la plus célèbre d'entre elles, qui s'appelle le Clos Vougeot. Voilà. Et il y a... Pourquoi vous rigolez? Bon. Ça vous intéresse, j'espère? Ah oui, on adore. Bon, d'accord, bon. Voilà, donc en tout cas, il y a 6 mois, je me suis fait... C'était le 29 novembre, c'était il n'y a même pas 6 mois, je me suis fait introniser au Clos Vougeot. Donc je suis devenu chevalier du Tastevin. Et donc voilà, j'ai passé une soirée extraordinaire, et l'article va apparaître dans une revue italienne qui s'appelle Lexia, une revue de sémiotique italienne. Et donc ça s'appelle Un anthropologue au Clos Vougeot, voilà. Et donc je me suis fait introniser au Clos Vougeot. Arrive, pour les mois à venir, un anthropologue au GIGN, parce que j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'aller pendant quelques années au célèbre GIGN à Satori, à côté de Versailles, et un anthropologue chez le tatoueur bientôt aussi. Ah oui, je ne vous en dis pas plus. Voilà, et donc c'est une série, vous l'avez compris, de laquelle je ferai un livre dans quelques années. Bien sûr, si je pars une préface de Marc Auger, je serais très très content, mais en tout cas, voilà, donc c'est une série. J'avais aussi l'ambition de faire un anthropologue chez Costa Croisière, hein, parce que je pense que faire une croisière Costa, ça doit être quelque chose d'assez qui se prête à analyse anthropologique, donc voilà. Alors j'ai fait 3 ouvrages, j'ai co-dirigé des ouvrages sur la culture de même, des cultures et des hommes, Le pouce et la souris, enquête sur la culture numérique des ados, qui était paru il y a 10 ans chez Fayard. Alors le petit frère de ce livre-ci paraîtra en septembre prochain, je viens de le terminer, ça s'appellera Génération 3.0. Et puis La métamorphose des cultures, donc un collectif, société et organisation à l'ère de la mondialisation. Enfin, j'ai pas mis tous mes ouvrages là, on va aller sur la deuxième partie. Enfin, j'ai exploré ce qu'on pourrait appeler un sens interdit, la métaphore est facile, puisque j'ai pas mal travaillé sur les parfums et les odeurs dans les relations interpersonnelles. Alors, en quittant Nice, en mai 2000, donc il y a déjà 15 ans, en quittant Nice, j'avais organisé au musée de la parfumerie de Grasse un colloque qui s'appelait À fleur de peau, corps, parfum et odeur.
Donc j'en ai fait dans un premier temps ce livre collectif, ce qu'appelait à fleur de peau. Et donc c'est un livre qui prenait en compte le rôle des parfums et des odeurs dans les grandes expériences humaines. La mer, l'amour, la mort, l'étranger. Voilà. Et donc comment le rapport à la mer pour les enfants, l'amour, les phéromones, etc. Voilà. Et donc j'en ai fait un petit bouquin, vous allez encore rigoler, les odeurs nous mettent par le bout du nez. Voilà. Donc j'ai fait ce petit bouquin, une édulcoration du premier, voilà, et donc toujours dans une problématisation qui interroge le statut des relations et ce que les parfums et les odeurs font aux relations. Et puis le grand âge venant à moi, 2 synthèses récentes, donc assez récemment, j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans des choses qui pouvaient paraître un petit peu disparates. Alors d'abord, un regard anthropologique sur l'éthique, croisant 2 de mes préoccupations de recherche, la question des rites, vous l'avez vu, et la question des nouvelles technologies. Et puis, c'était le titre de ma conférence, un effort d'abstraction vers les formes de la communication, dans une posture assez zimmélienne. Hein. Et donc, voilà, j'ai toujours essayé, dans le travail que je fais, hein, d'orchestrer la pensée, la recherche collective, et puis de valoriser les personnes, quel que soit leur statut. Dans la plupart des ouvrages collectifs que j'ai dirigés, et je m'enorgueillis au moins de ça, il y a toujours des doctorants, des docteurs, des maîtres de conférences et des professeurs. Et Goffman ne nous fera pas mentir, parce que systématiquement, j'essaye de représenter tous les... Voilà. Alors j'ai fait ce numéro ambitieux que j'ai coordonné, des cahiers du numérique. Donc ça s'appelait Ritualité numérique. Et donc c'est incroyable, mais la plupart des auteurs de ce numéro, des cahiers du numérique, il est paru il y a 2 ans, la plupart des auteurs utilisent Goffman de près ou de loin. Et d'où l'intérêt, et c'est là que l'idée m'est venue, de faire ce séminaire Actualité d'Arvid Goffman. Donc la plupart des auteurs, les 12 auteurs qui sont au sommaire de cet ouvrage-ci, la plupart d'entre eux utilisent directement et exhument pour les actualiser les concepts d'Erwin Goffman. Voilà. Alors il y a cet ouvrage, ce numéro de revue que j'ai fait il y a 2 ans, et puis j'ai fait paraître cet ouvrage-ci l'année dernière à Londres chez ISTE, c'est ancien Hermès Science, et donc ça s'appelle Formes en devenir, approche technologique, communicationnelle et symbolique. Et donc c'est un livre collectif assez intéressant et assez ambitieux qui analyse les formes de la communication. Donc on va partir du principe que des nouvelles technologies au rite, les communications sont préfigurées et configurées par des formes sociales préexistantes. Le principe est assez goffmanien, je pense. Donc il y a des formes sociales préexistantes et ces formes, elles vont configurer, préfigurer les relations. Donc on a une propension, venant à ces formes technologiques ou venant à ces formes symboliques, à performer les relations d'une certaine manière. Voilà. Alors j'en ai fini avec ma vie, mon œuvre, et on va maintenant passer à... Voilà, donc c'était... Christine m'avait fort aimablement donné carte blanche, et c'était le principe « tout parle-tu ». Voilà, et donc j'ai essayé de retracer, mais vraiment très très rapidement, cet itinéraire de recherche. Alors, on va maintenant venir à un sujet qui, je l'espère, va vous intéresser, et on va donc s'intéresser à la gestualité. Alors je sais qu'on a ici un très éminent spécialiste que j'avais été rencontré... Chevalier du Tache-de-Vin, moi aussi. Vous aussi? D'accord. Et il y a longtemps? Oh oui. Oui. C'est intéressant d'un point de vue anthropologique. Hein. Ah, tout à fait. Ben, je vous enverrai mon article si vous voulez à lire. C'est un bon terrain de recherche. Ouais, c'est un terrain de... Alors moi, ma seule crainte, c'était de trop boire pour plus assez analyser. Et donc, c'était... Non, en plus, c'est vrai. Parce qu'on est emmené en bus, on est ramené en bus. Je vous l'enverrai, Monsieur Cosnier, mon article, hein, qui va paraître ces jours-ci. Texte et photos, parce que j'ai fait plein de photos. Mais donc, alors, mes copains, ils étaient fait tourner les serviettes et tout. Et moi, je me disais, si je bois trop, je vais être... Puis bon, ça m'a coûté comme 700 € la soirée. Donc, je ne pouvais pas d'avant me faire réintroniser, parce qu'un rite de passage, c'est qu'une fois. Et en plus, je me suis dit, s'il faut que je repaye pour revenir voir ce que je n'avais pas vu. Oui, vous vouliez me dire? J'avais les mêmes impressions. Voilà, d'accord. Donc, voilà, donc... Voilà, je vous le donnerai à lire, mais c'est une soirée passionnante d'un point de vue anthropologique, vraiment. Et voilà, donc rite de passage, rite d'institution, etc., etc. Célébration de la bonne notabilité de province autour du vin, toutes les légendes, etc. Non, non, c'est vraiment un terrain qui m'a passionné. En plus, je faisais ma conférence 15 jours après. Je faisais la conférence dans un colloque à Dijon sur les identités alimentaires mi-décembre. Et ils sont remplis très très à l'avance, les chapitres. En fait, et donc je devais rentrer en mer, et il n'y avait plus de place, et je me suis dit, avec un peu de malchance, je vais être intronisé après la conférence. Mais j'ai été intronisé juste avant, voilà.
Alors, on va donc s'intéresser aux interactions non verbales, voilà. Et donc, je vais vous faire état de cette enquête que j'ai menée. Et puis, peut-être que le débat que nous allons avoir, en tout cas le dialogue, hein, l'échange que nous allons avoir, s'orientera autour de ceci. Alors, quel est le secret? J'ai mis bien évidemment des guillemets à secret, comme j'avais mis des guillemets à arcane tout à l'heure, les arcanes de la relation. Ça renvoie à la divination, ça renvoie à la magie, ça renvoie au mystère. Donc le mot arcane était choisi à dessein. Et donc, quel est le secret de la gestualité interactionnelle? Et donc, quelques perspectives goffmaniennes sur le décodage du non-verbal en général et la série Lie to Me en particulier. Est-ce que vous connaissiez la série Lie to Me? Alors, est-ce que je peux avoir les baffles en fait? Elles sont là, il y en a là-bas. Oui, mais, on peut essayer? Oui, essayons comme ça, parce qu'à mon avis... Mon film est calé, hein. À mon avis, ils sont liés à non, c'est à l'ordinateur principal. Hein? C'est lié à l'ordinateur oui. principal. Ah, vous pouvez les avoir déconnectés. Il n'y a pas de petits il n'y a pas de micro non plus, non. ici. Parce que sinon, on aurait pu mettre le micro sur mon... Si, elles sont... Parce que je vais vous passer 2 extraits. Ah, merci beaucoup Magali. Je vais vous passer 2 extraits. On va essayer de les brancher. Alors, Lie to Me, c'est une série américaine. Alors, c'est pas les experts, hein, mais elle a eu un certain... Vous connaissez? Oui. Ouais. Elle a eu un certain succès d'estime il y a quelques années. Elle vient de s'arrêter il y a peu de temps. Et elle reprend les théories de Paul Ekman. Et donc, Paul Ekman est un petit peu l'inspirateur de cette série. Ah, alors il faut... Voilà, écoutez, normalement ça devrait marcher. Alors, il y a 2 extraits, j'ai tout calé. Normalement ça devrait le faire. Et vous allez voir que c'est tout à fait révélateur de la montée en... Salut. Il fallait appuyer quand je tournais. Et donc cette série qui, je vais vous la présenter tout à l'heure, il y a 2 extraits vraiment révélateurs de la montée en puissance de cette espèce d'impression et de certitude selon laquelle le corps est lisible vraiment à loisir et que donc qui possède la grammaire de la gestualité, pourquoi Christelle se tient-elle comme ça? Eh bien quand on a lu les pseudosciences que j'ai analysées par le menu, sans coup férir, on a une réponse. Alors une femme qui se touche les cheveux, qui se touche la bague, elle a un désir sexuel, un homme qui croise les bras. Non, mais je les ai vraiment lus par le menu, donc on va... Je ne sais pas si je... Il était mort avant que les flammes... Alors écoutez bien. C'est assez rare. Il faut envisager la possibilité qu'un de ses équipiers l'ait tué avant d'abandonner le corps dans le brasier. Je vous ai engagé parce que nous avons besoin de savoir si un pompier nous ment au sujet de cet incendie. Ça va être délicat. Une caserne est un groupe social très fermé et quand ses membres sentent une menace, ils se replient encore davantage. On se serre les coudes. Le capitaine Moreau et le lieutenant Clayton. Nos gars se fichent de votre blabla de psy. Vous les ferez pas parler comme ça. Je sais, c'est pour ça que je ne serrais même pas. C'est le docteur Lightman qui va les interroger? Non, pour qu'on voit le plus d'indices de mensonge, il faudra que les hommes soient interrogés par une personne qui les respecte. Donc ce n'est pas nous qui allons leur parler. C'est vous. Votre nom? David Kadik. Depuis quand êtes-vous pompier? 8 ans. Comment ça se passe? Rien à dire sur Kadik, mais Clayton est tout le temps en train de se mordre les lèvres ou bien de se tirer l'oreille. Les gestes manipulateurs augmentent. C'est un signe d'anxiété. Le lieutenant est nerveux? Oui, c'est normal. Il a perdu l'un de ses hommes, il n'a pas envie d'en perdre un second. Parlez-nous de l'incendie. C'est notre unité, la numéro 5 qui est partie la première. On est tout de suite entré dans le bâtiment, mais on a suivi la procédure. On formait une chaîne. L'un des murs s'est écroulé et on a entendu des cris dans une pièce. On est tous partis dans des directions différentes. On a été obligés de se séparer. Moi, j'avais plus beaucoup d'oxygène. Alors j'ai fini l'appartement que je fouillais et je suis sorti. Eric a dû rester dedans. J'ai retraversé l'entrée jusqu'à la sortie. Eric a dû rester dedans. J'ai vérifié l'escalier et je suis sorti du brasier. Eric a dû rester dedans. Tous leurs témoignages concordent. C'est vrai, oui. Affichez-moi la latence de réponse de chacun d'entre La latence de réponse, c'est quoi? Le délai entre le moment où on pose la question et celui où le sujet répond. Parlez-nous de l'incendie. À 3 h du matin environ, on a entendu l'alarme. Parlez-nous de l'incendie. Il était 3 h quand j'ai entendu l'alarme. Parlez-nous de l'incendie. Je pense qu'il devait être 3 h du matin. Le temps de réponse est inférieur à 1 seconde. Et s'il mentait, ce serait plus long, c'est bien ça.
Tout le monde pense que les temps de réponse sont plus longs quand on ment, mais ce n'est vrai que pour les mensonges improvisés. Si vous l'avez préparé à l'avance, vous avez hâte de sortir votre mensonge. Bon, lequel d'entre eux ment alors? Je dirais tous. Il s'est passé quelque chose pendant cette intervention. Et toute l'équipe est impliquée. Voilà. Alors, il y a un deuxième extrait qui est calé, vous allez voir. Alors, déjà, le contexte de l'enquête, on met quelqu'un dans une situation de stress ultime, dans une cage en verre fermée, on met des écrans, des ordinateurs et des experts partout autour, et la personne est censée être naturelle dans ses réponses. Vous avez entendu quand même? Enfin bon, ça me semble un petit peu... Et le deuxième, il veut aussi son pesant de cacahuètes, vous allez voir. Voilà, j'ai tout bien calé. Hein. Et celui-là, vous allez voir, il est top. Ça y est, j'ai le casque. J'ai trouvé génial ce resto, merci. Attends un peu de voir Washington by Night. C'est quoi ces portraits? En fait, ce sont des visages qui parlent. Et ils disent quoi? Ils disent tous la vérité. Les émotions que ces personnes ressentent. C'est notre métier. On analyse les traits du visage, les expressions corporelles et on repère les mensonges. Ça montre des tas d'émotions. La détresse, le mépris, le dégoût. On a tous les mêmes expressions? Ouais, c'est universel. J'ai du mal à le croire. J'ai fait pipi assis jusqu'à l'âge de 10 ans. Ah, tu vois, les yeux ont trahi une émotion. La surprise. Qu'on observe un homme politique américain, un président français, ou toi, c'est la même expression. Et vous utilisez les mêmes muscles. C'est surprenant. Ça va? C'est beau l'amour. Oui, ça va. J'étais en train de penser à toutes ces choses que j'ai envie de faire avec toi. Alors tu m'emmènes? Voilà. Alors, c'est des extraits que j'ai calés, qui sont représentatifs et même symptomatiques. Hein, c'est le mot de la manière dont ces pseudosciences, parce que je persiste à penser que ce sont des pseudosciences, font leur trou dans notre société. Parce que quand j'ai écrit le premier livre, Lie to Me n'était pas encore paru, enfin n'était pas sorti comme série, donc j'ai fait le livre en 2008, et donc Lie to Me est arrivé entre-temps. Et donc, c'est vrai que ça a un certain écho. Bon, alors voilà, j'ai trouvé là un os à ronger, si on peut dire, ou en tout cas un terrain à labourer. Et donc le livre, je vous l'ai dit, hein, que j'ai fait il y a 8 ans, je le réédite cette année, donc ça s'appellera « Enquête sur les obsédés gestuels ». Voilà. Donc, voilà, alors cette fois-ci, je vais aller voir surtout des responsables de formation, si tant est qu'ils veuillent me recevoir, qui vendent ce genre de formation. Parce que vous allez sur n'importe quel catalogue en ligne des plus grands organismes de formation, et j'ai été longtemps formateur chez Demos, etc., etc. Systématiquement, vous avez un stage de lecture du non-verbal, prendre possession du territoire d'autrui, lisez dans votre interlocuteur à livre ouvert, etc., etc. Voilà, donc l'intérêt, il y a une question épistémologique derrière mon travail, c'est qu'est-ce qui est science et qu'est-ce qui ne l'est pas, bien sûr. Et puis il y a aussi une dimension presque citoyenne dans le combat, si c'en est un que je mène, c'est peut-on laisser le champ libre à des personnes qui vendent comme scientifiques des choses qui manifestement me semblent ne pas l'être. Voilà. Mince. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce court extrait. Ah, voilà. Donc c'est encore une fois parti d'un coup. Donc vous avez dit décodage du non-verbal, je mets toujours des guillemets, bien sûr. Donc je vous l'ai expliqué. J'étais formateur, je faisais moi-même, et c'était ma spécialité, des cours d'expression orale, et j'ai appris à des générations de cadres à mieux parler à l'oral, à avoir de l'aisance, à trouver des idées, etc. Mes techniques venaient essentiellement du théâtre et de la rhétorique aristotélicienne. On n'a guère fait mieux que la rhétorique d'Aristote pour apprendre à parler en public avec assurance, etc., etc. Et j'étais toujours étonné de voir que parfois dans la salle d'à côté, des gens apprenaient aux stagiaires qui étaient dans l'autre groupe ce que je vous dis là. Lire dans son adversaire à livre ouvert, quelles sont les couleurs de la communication, prenez possession d'autrui, apprenez la grammaire gestuelle, et c'est des choses qui m'intéressaient et qui m'interrogeaient. Je me disais comment sur un intitulé similaire, expression orale, peut-on faire des choses aussi différentes? Alors, ça m'intéressait de loin, je savais que ça se faisait, que ça se vendait bien, et puis là où quand même c'est devenu problématique, c'est que j'ai un cours de communication interpersonnelle à l'université. J'essaye d'apprendre aux étudiants les arcanes,
sociologique, psychologique, linguistique, de la relation interpersonnelle, éthologique, etc., interculturelle. Et les étudiants, il y a une dizaine d'années, venaient de plus en plus souvent me voir en me disant « Monsieur, pourquoi vous ne nous parlez pas de la synergologie ?» Alors j'ai dit « Oui, mais qu'est-ce que la synergologie ?» Il me disait « Regardez sur Internet !» Et bien évidemment, vous tapez décodage du non-verbal, décryptage de la gestualité, vous tombez sur des dizaines de sites, vous ne tombez pas sur du Goffman, du Birdwhistle, etc. Vous tombez sur des sites qui vous vendent des recettes qui vous permettent de décoder. Alors, donc, j'ai fait l'ouvrage sur les modalités que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté toute cette prose. Alors d'abord, j'ai appelé les éditeurs, je me la suis fait livrer en service presse. Après, ils ont quand même vu qu'il y avait une mouche dans le lait, donc j'ai été à Saint-Michel chez Gibert, et j'en ai acheté à la tonne, puisqu'il y a énormément de ces ouvrages. Et j'ai lu tout ça. J'ai lu intégralement les ouvrages de Messinger, etc. J'en ai lu énormément. Lisant ces ouvrages, petite parenthèse snob, j'ai souvent pensé ce que Schopenhauer, jaloux, disait du séminaire de Hegel, celui qui y entend quelque chose sans se croire dans une maison de fous, y appartient de plein droit. Je referme la parenthèse snob. Voilà. Donc en tout cas, j'ai lu toute cette prose et j'ai été voir de grands spécialistes. Après, je voulais d'abord écrire le livre et j'ai vu une dizaine de personnes et je leur ai fait lire certains de ces ouvrages et ils m'ont à peu près tous, ils sont tous à peu près abondés dans mon sens. J'ai vu des psychanalystes, Serge Tisseron, Roland Gori, donc j'ai vu vraiment des gens qui avaient des choses intéressantes à dire. Et puis, un an après la sortie de mon livre, j'ai fait un article violent, une violente charge, c'est ça. Donc c'est dans une très bonne revue de communication canadienne qui est publiée à Laval, qui s'appelle, vous le trouvez en ligne, vous tapez Lardelier, synergologie, communication, vous tombez sur l'article. Et donc voilà l'article, regardez, c'était pour en finir avec la synergologie. Alors la synergologie, c'est une marque déposée, il faut le savoir, et elle a un business model qui est exactement celui de la PNL il y a 30 ans. C'est-à-dire, on va créer des certifications, on fait passer des grades aux gens, les gens n'ont pas le droit de vendre la formation tant qu'ils n'ont pas suivi le stage, qu'ils n'ont pas été accrédités, qu'ils ont eu tout le grade de master, etc., etc. Et donc, j'ai mis cet article en ligne, une analyse critique d'une pseudoscience du décodage non-verbal. Et là, après avoir mis cet article en ligne, le ciel m'est tombé sur la tête. Manière de parler. J'ai reçu, et je reçois encore, des dizaines et des dizaines de mails d'inconnus qui étaient tombés sur mon article. J'ai archivé l'intégralité des mails. Et les mails se répartissent quasiment en deux catégories. Il y a des gens qui me disent « Monsieur Lardelier, vous êtes courageux, c'est vraiment bien ce que vous faites, on a suivi un stage, la gendarmerie de Rennes nous a obligés à suivre un stage, la police de Montréal nous a obligés à suivre un stage, tel mon hôpital, je suis cadre dans un CHU, ma direction m'a obligé à suivre un stage, j'ai trouvé que c'était dangereux d'un point de vue déontologique, scientifique, etc. Vous êtes courageux, etc. Bon. Donc la moitié des gens m'ont dit c'est courageux, c'est bien, etc. Et l'autre moitié des gens m'attaquaient, voire certains m'insultaient en disant « Monsieur Lardelier, vous êtes un con, observateur. Et parfois, vous êtes un con tout court. Parce que, pour qui vous prenez-vous? Mais j'ai des mails haineux. Mais pour qui vous prenez-vous? Vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous êtes payé avec nos impôts, et vous vous permettez de dauber sur des gens qui, eux, font avancer la science. Parce que la synergologie, c'est vachement bien. Voilà. J'en ai des dizaines et des dizaines, j'ai tout archivé. Bon. Il y a même des gens qui m'ont dit « Pitié, pitié, on veut vous rencontrer, on veut témoigner. » Bon, je suis filmé là. Non. En tout cas, j'ai eu 2-3 lettres recommandées. Notamment parce que, ouais, l'un d'entre eux, j'avais dit, c'est un expert autoproclamé. Il m'a envoyé une lettre en disant, vous devez retirer ce que vous avez dit dans votre livre, etc. Bon, j'ai laissé courir pour pas dire autre chose. Voilà. Mais en tout cas, ça dérange. Cette enquête dérange. Bon, c'est pas la guerre du Péloponnèse, mais c'est une enquête qui dérange un peu. 2 sur 3, et c'est là que c'est honteux, mon article se fondait sur l'article Wikipédia Synergologie. C'est-à-dire que je prenais in extenso l'article, et bien évidemment, l'article disait que la synergologie, bah, allons-y, dialogue avec Bateson, dialogue avec Vazlavik, un tel. Donc, captation d'héritage éhonté. Quelques jours après la parution de l'article, le mien, en ligne, l'article Wikipédia a été supprimé de Wikipédia. Je vous promets que c'est vrai, Bon. J'ai quand même été jusqu'à parler de tout ça devant la MIVILUD, mission interministérielle contre les dérives sectaires. Pourquoi? Parce que j'ai développé la notion de discours parasectaire. Mais quand on vous dit, dans un premier temps, notre parole est parole de vérité. Quand on vous dit ensuite, apprenez par cœur ce qu'on vous dit,
votre vie sera meilleure et vous pourrez prendre l'ascendant sur autrui, je regrette, c'est un discours quasiment parasectaire, oui ou non? Voilà, donc en tout cas, j'ai été jusqu'à il y a 3 ans, à peu près 3-4 ans, j'ai été devant, ma fille venait de naître, donc c'était il y a 3 ans et demi, j'étais à la Mivilude, et donc ils ont écouté avec beaucoup d'intérêt la notion de discours parasectaire. Voilà, j'en ai parlé dans quelques colloques sur les dérives sectaires, etc. etc. Voilà, donc en tout cas, ces pseudosciences, elles prospéraient dans le domaine de la formation continue, et puis la série Lie to Me, dont je viens de vous passer un extrait, elle a formidablement légitimé tout ça. Puisque soudain, c'était plus les gens intéressés par ces pseudosciences qui allaient acheter les bouquins à la FNAC, soudain, c'était sur M6 et sur W9 que vous pouviez, en deuxième partie de soirée, suivre les aventures du docteur Cal Lightman. Voilà. Voilà donc l'article. Et puis regardez quand même le début d'une phrase que j'ai prise dans un des ouvrages de Turchet. Le corps dit tout haut ce que l'esprit pense tout bas, le synergologue devient, le temps de la lecture des gestes de l'autre, le devin dont parlent les légendes. Derrière son regard banalisant et derrière ses paroles qui disent ce qu'est l'autre, son discours a l'air si magique qu'il a l'air incroyable. En réalité, ceci s'explique très bien pour qui a pris conscience de certaines vérités. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, mais ce genre d'affirmation, je pense qu'on aurait du mal à les tenir dans un colloque académique de stricte obédience. Comme vous diriez ça à la tribune, je sais ce qui dit l'autre, et quand vous aurez pris conscience des vérités, vous verrez que tout ira mieux. Voilà. Et donc, mon article commençait par ça. Je fais une parenthèse et je reviens. Alors, Lie to Me, dont je vous ai monté un extrait. Alors, le pitch de l'émission de la série Lie to Me, qui a duré 3-4 saisons, c'est quoi? Systématiquement, vous avez le FBI qui encarave sur une enquête, qui n'arrive plus à faire avancer l'enquête, et on va appeler le cabinet, se fondant sur les théories de Paul Ekman, le cabinet Lightman Group, et eux vont dénouer l'enquête en analysant quoi? En analysant le langage non-verbal des personnes suspectes. Voilà, donc si vous avez vu tout à l'heure, on écoute les pompiers, il y en a un qui il y a une latence de réponse de 2 secondes, etc. C'est peut-être lui, voilà. Et donc Cal Lightman fait embrigader allègrement les gens, fait embastiller les gens sur la base de leur gestualité. Ils ont eu l'heure et le malheur de fermer les bras, de se gratter, etc. Et c'est ce que j'appelle le délit de sale geste. Voilà, donc sous le couvert du délit de sale geste, eh bien... non mais ce qui est intéressant, et c'est là que des spécialistes de la critique du management m'ont été utiles, Jean-Pierre Le Goff, Roland Gori, c'est que ce sont des théories et ce sont des préceptes qui vraiment ont beaucoup d'écho dans le management, dans le coaching, voire dans le recrutement. Et c'est là que j'évoque le délit de sale geste. C'est qu'il arrive un moment donné où le fait de croiser les bras, de croiser les jambes, etc., peut être justiciable et peut vous porter préjudice. Donc le pitch, vous l'avez compris. Alors bien sûr, c'est la théorie de Paul Ekman. Alors j'ai trouvé un article passionnant de vous hier soir en ligne. Parce que je prépare un peu tout ça. Vous aviez co-signé dans un colloque en France il y a quelques années, justement, qui parle d'Ekman, etc. Scylla linguistique, etc. Donc il y a un très bon article de vous. Et tout part donc de Ekman, vous le savez, et la théorie des émotions universelles. Le visage, vous vous rappelez, quand il dit à la fille, voilà, ce sont des visages qui parlent. Et quand on a compris ce que sont la peur, le dégoût, le dédain, la colère, etc., on peut, sans coup férir, lire dans autrui à livre ouvert. Alors le fax, c'est le Facial Action Communication System. Voilà. Et voilà. Et le principe, c'est quoi? Le principe, c'est la lisibilité du corps. Alors, le corps est lisible, vieille lune depuis la synergologie, depuis la physiognomonie, hein, vieille lune depuis la phrénologie, etc. Je vais y revenir. Donc, le corps est lisible, et donc, il trahit les émotions et les pensées. Donc, si vous savez, au corps défendant d'interlocuteurs qui ne savent pas, bien évidemment, vous voyez l'ascendant que vous prenez sur autrui, si vous connaissez, hein, et ces pseudosciences... C'est très inspiré du behaviorisme, en fait. Oui, vous avez entièrement raison, c'est du comportementalisme à la petite semaine. Parce qu'on est des héritiers de Freud, mais enfin voilà, d'abord, ils ne sont pas du tout... Enfin voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait des dérives comme celle-ci. Tisserand m'a fait un très très beau témoignage dans mon livre, il m'avait dit, le parti pris de la psychanalyse, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur autrui, et encore moins sur l'analyser.
Et là, à livre ouvert, sur la base du comportement, de la gestuelle et du visage, on va sans coup férir savoir les émotions et les pensées. Et c'est une posture psychologisante, mais qui est antipsychologique dans l'esprit, en fait. Même si on parle maintenant, ce sont des outils cognitivo-comportementalistes qui peuvent être très intéressants. Oui. Ben, je serais content de... discussion parce que sinon, comment on enregistre? Non, mais je serais content de vous entendre tout à l'heure, parce que tant qu'à refaire le livre, autant avoir les apports les plus récents de la science, bien sûr. C'est vrai, en plus. Voilà, et donc ces pseudosciences du décodage du non-verbal connaissent une histoire très ancienne, la physiognomonie qui remonte à l'Antiquité, vous le savez, la phrénologie, la crânologie qui nous disent que selon la forme du crâne, selon pas le schéma corporel, mais selon la corpulence, etc., c'est la physiognomonie. Donc vous avez un profil de renard, de bœuf, etc. Et donc vous avez de facto les traits comportementaux. C'est ça la physiognomie. Vous avez de facto, ou c'est Lavater aussi, je crois. Les théories de Lavater, Yves Ouinquin a un centre de documentation prodigieux sur tout ça. J'avais été le voir chez lui, il a des cartons entiers de documents sur ces pseudosciences, justement. Et voilà, et donc c'est quelque chose de fort ancien. Mais attention, je ne dis pas non plus qu'il faut accorder aucune importance à la dimension comportementale. Ce qu'il faut, je vais y revenir dans 2 secondes, c'est pas la fétichiser et en faire la seule clé de lecture des interactions. De surcroît pour lire dans autrui et hypothétiquement prendre l'ascendant sur autrui. Alors voilà, bien sûr, là on voit du Ekman dans le texte ou dans l'image plutôt. Donc la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la surprise, la joie. Contempt, c'est le dédain, c'est quoi contempt en anglais déjà? Oui, c'est ça, le mépris. Le mépris, voilà. Et regardez le genre d'ânerie que ça peut quand même donner. Alors, c'est ça, vous voyez, donc on prend le visage d'Anne Sinclair, donc déjà c'est quelque chose de processuel, c'est un film. On va isoler une image et on va dire, alors là malheureusement j'arrive pas à lire, mais à un moment on vous dit que la paupière gauche tombe un peu et que donc ça veut dire ça. C'est un stress émotionnel. Ouais. Vous arrivez à lire là-haut? Voilà. Si on voit un peu. Donc, ah bah oui, il suffit que je me tourne. Voilà. Le corps va se projeter vers l'avant droite, tension et inflexion pour réaffirmer ce à quoi elle voudrait croire. Vous voyez, bon. Non mais, du grand n'importe quoi quand même. Donc on va isoler dans une interview télé une image, et à partir de cette image, on va inférer, avec la grille fax, on va inférer des tas de significations possibles, à défaut d'être plausibles. Et, bien sûr, Lie to Me, je pense que c'est un succès, mais c'est aussi un symptôme. Et c'est pour ça, je le disais tout à l'heure, que ça s'inscrit, ma démarche s'inscrit dans une critique du management, tels que Roland Gori, Jean-Pierre Le Goff et d'autres la posent, critique du développement personnel aussi à certains égards, puisque derrière le succès d'estime de cette série, il y a l'essor éditorial de toute une presse pseudo-scientifique. Et vous allez même chez Gibert à Saint-Michel, vous avez un rayon décodage du non-verbal quand même. Vous allez à la FNAC, n'en parlons même pas, c'est en plus classé en psychologie, mais quand vous allez dans n'importe quelle librairie digne de ce nom, eh bien, vous avez ces ouvrages-ci. Je demande au libraire pourquoi vous les référencez, parce que ça se vend, monsieur, tout simplement. En fait, ce ne sont finalement que des horoscopes relationnels. Ce sont ce que j'appelle des horoscopes relationnels. Puisque vous allez essayer d'apprendre pourquoi elle fait ça, en fait. Et donc, vous allez voir dans votre petit messager illustré, ah, elle éprouvait ça à mon égard ou à mon encontre. Tiens, maintenant, je le sais. Mais vu qu'elle n'est plus là, Christelle, j'ai le droit de le penser, quoi, voilà. Donc ce sont des horoscopes relationnels qui, ma foi, vendent un petit peu de l'espoir d'une meilleure communication. Alors ces ouvrages rencontrent quand même du succès, il faut reconnaître que c'est des ouvrages qui se vendent bien. Et c'est le grand principe que, c'est ce que j'expliquais dans l'arrêté de décoder, leurs auteurs ciblent des publics ne possédant pas le capital académique pour déceler la supercherie. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui m'écrivaient, ou qui m'écrivent pour me dire on a suivi un stage parce qu'on nous l'a imposé. Alors Montréal, ils sont complètement acquis à la cause. La plupart des mails que je reçois viennent du Canada francophone, et là-bas c'est entrer dans les mœurs, on suit toutes les institutions judiciaires, policières ont l'obligation de suivre des stages de synergologie. Et donc les gens qui m'écrivent possèdent ce capital académique. Donc ils ont fait des maîtrises ou des masters de psychologie, de sociologie, etc. Donc ils voient à un moment donné qu'il y a des problèmes de méthodologie, qu'il y a des problèmes d'échantillons, puis qu'il y a quasiment des problèmes déontologiques.
Parce qu'ils ont beau tous avoir la charte, la feuille de vigne des chartes déontologiques, en principe, on vous apprend, clair et sans décodeur, à lire dans autrui. Pourquoi? Pour mieux vendre, pour mieux recruter, et surtout pour mieux draguer. Hein, donc c'est toujours les codes inconscients de la séduction, c'est toujours un petit peu les contextes en jeu, commerciaux et de séduction qui sont ciblés par... Voilà. Et donc les gens qui lisent cette prose, en général, n'ont pas ce que j'appelle le capital académique qui leur permet bien, de déceler la supercherie. Donc ils achètent ça comme vraiment des horoscopes, et puis comme, voilà, je l'ai écrit là, en fait, ces livres sont des horoscopes relationnels faisant la promesse d'une illusoire toute-puissance relationnelle. C'est-à-dire qu'on considère qu'en connaissant ces théories, eh bien, on va, sans coup férir, lire dans autrui à l'ivoire. Alors c'est un succès qui se fonde sur d'efficaces relais. Alors les médias, bien sûr, en quête de sens, hein, systématiquement, vous avez sur certaines chaînes, la chaîne parlementaire, etc., eh bien, vous avez des experts qui vont vous dire que Sarkozy, lors de son dernier meeting, que Hollande, que Dominique Strauss-Kahn, eh bien, telle posture, tel geste, ça veut dire ça. Donc vous avez des médias qui chargent des experts, et quand Yves Ouinquin ou Jacques Cosnier ne peuvent pas ou ne veulent pas répondre, et bien on va descendre, et puis on va trouver des experts qui vont avoir des réponses toutes faites en plus. Donc pour les journalistes en quête de sens, c'est extrêmement sécurisant en fait, puisqu'on a réponse à tout de suite. Alors bien sûr, il y a le grand bazar scientifique d'Internet et la floraison des sites pseudo-scientifiques. Tapez tout de suite décodage non-verbal ou langage non-verbal sur Internet. Qu'est-ce qui va remonter d'abord? C'est, sur les 10 premières pages quasiment, c'est systématiquement ce genre de théorie. Alors mon article là dans Communication, il est hyper bien référencé. Quand on tape non-verbal, il remonte très très rapidement, mais c'est vrai qu'en règle générale, il y a énormément de sites qui vendent cette espèce de poudre de perlimpinpin pseudo-scientifique. Alors bien sûr, la formation continue, qui est une grande lessiveuse théorique. Hein, donc la formation qui a l'art de prendre des théories, de les édulcorer et de les accommoder afin de vendre des choses qui soient opérationnelles mais crédibles d'un point de vue scientifique. Et puis surtout l'irrationnelle hyper-rationalité de certaines formations en communication. Alors moi-même j'ai créé une science, et il y a quelques années j'ai bien amusé des collègues, j'avais écrit la kiné-recrutologie. Et donc, il y a quelques années, je suis venu avec les bonhommes qui permettent de faire les bonhommes pour faire du dessin. Vous savez? J'en avais un grand, je l'avais appelé Gaspard, il était devant moi. Et donc, j'ai créé la kiné-recrutologie devant des collègues. Alors, j'avais énoncé les grands principes théoriques, la charte déontologique, etc. Et donc, il m'aidait. Il avait les bras ouverts, il avait les bras fermés, il doutait, il se grattait la tête, etc. Et un collègue m'a dit, je suis sûr que si tu crées un site internet, que tu vends ta formation et des bouquins de kiné-recrutologie, des gens vont te l'acheter. Et là, tu prouveras vraiment que bon, un système est achevé quand il prête à caricature. Mais là, un collègue m'a dit, essaye de créer un site de kiné-recrutologie et vends des stages et des formations. Voilà. En tout cas, j'avais créé cette pseudo-science. Et bien évidemment, ça permettait, vous l'avez compris, de mieux recruter, eu égard aux enjeux immenses du recrutement, grâce à l'analyse de la gestualité de la personne qui est devant vous pendant que vous êtes en situation d'entretien de recrutement. Alors, les bouquins de ces auteurs, les voici. Donc, la synergologie, comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle. Voilà. Alors, c'est plutôt tendu avec eux, hein, puisque j'ai fait une émission de télé il y a quelques années, et on n'a même pas pu se trouver sur le même plateau avec les synergologues. Non, mais c'est vrai, j'ai failli rater mon dernier TGV, parce que la synergologue, on ne pouvait pas se retrouver sur le même plateau. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas voir l'horrible monsieur Lardelier. Moi, je n'avais pas très envie de les croiser, mais un débat contradictoire ne m'aurait pas gêné. Et donc, ils ont d'abord enregistré eux. Ils sont partis. Quand ils ont été partis du plateau, j'ai enregistré moi après. Et pareil, Joseph Messinger, qui est mort, paix à son âme et gloire à son œuvre. Je vais vous montrer tout à l'heure ses ouvrages. Pareil, je vais faire une émission sur Canal+. Il n'avait pas voulu venir en plateau quand il avait su qu'un contradicteur était là. Donc il avait dit, ah donc il y a Lardelier, donc vous venez me filmer chez moi. Et donc la télé avait été filmée chez lui, et on avait inséré l'interview à l'intérieur du... Alors il est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans cette interview. Vous connaissez Philippe Gildas, le journaliste. Bon. Et donc alors ils vont chez Messinger, ils l'interviewent sur les hommes politiques, et à la fin il lui passe un extrait de Philippe Gildas. Alors on le voit parler à l'antenne, Gildas, et on dit à Messinger, qu'est-ce que vous en pensez? On coupe le son, parce que j'ai vu dans un moment c'est quand même un couple, les paroles n'ont plus aucune importance pour ces gens-là. La seule importance finalement c'est la gestualité et le mimo facial. Les paroles n'ont plus aucune importance. Donc on coupe la parole et on lui dit qu'est-ce que vous pensez de ce présentateur. Et il dit, je pense que Philippe Gildas est quelqu'un qui a
énormément le trac. Il a énormément le trac, mais il a fait un travail énorme sur lui pour maîtriser et cacher son trac. Et on a passé ça à l'antenne à Gilles Das, qui en direct a dit deux choses. Il a dit, monsieur, dans un premier temps, je ne vous autorise pas à me juger, et dans un deuxième temps, mon grand malheur, c'est que jamais une seconde dans ma carrière, je n'ai eu le trac. Je vous promets, j'ai encore le film, j'ai encore l'extrait de l'interview, et donc c'était un peu pan sur le bec, comme dirait le canard. Hein, mais en tout cas, voilà, donc bon. Alors, synergologie. Alors, Turchet encore, regardez, bah, c'est souvent les contextes de séduction, bien sûr, hein, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, donc c'est en vendant des choses pour mieux draguer, pour mieux recruter. Hein. Donc les gestes prédictifs, Joseph Messinger, qui est mort donc, il y a 2 ans, ces gestes qui manipulent, ces mots qui influencent, ces gestes qui trahissent. La même année, il a réussi l'exploit de faire la grammaire des gestes et le langage psy du corps, la même année, avec des bouquins qui avaient un taux de redondance. C'est-à-dire qu'en permanence, on édite des bouquins qui sont toujours avec un titre différent, à peu près les mêmes choses. Donc, la grammaire des gestes, ces gestes qui séduisent, le décodeur gestuel, et puis regardez, donc une conférence, parce que ça marche très très bien dans les méridiens, dans les hôtels pour les cadres, ce genre de conférence. Alors, donc la synergologie en l'occurrence, qui n'a jamais eu envie de savoir ce que pense l'autre? Le langage corporel est composé d'une somme d'indices moteurs et ou émotionnels, traduisant l'attitude mentale d'une personne, donc tout un ensemble de postulats qui sont posés a priori. Voilà, et donc en situation d'interaction, le langage corporel influence directement, et la plupart du temps inconsciemment, la qualité et le contenu. Voilà, et sur cette base, eh bien, et puis regardez, celle-là elle est comme forte de café, c'est sur le site internet de la synergologie. Les mots ne sont pas tout et le langage non verbal n'est pas rien. Ça, c'est du slogan de compétition. Et ensuite, après tout, non mais celle-là, elle est forte de café. Après tout, si nous pouvions vraiment comprendre 93% de ce que les gens disent sans recourir aux mots, il n'y aurait plus besoin d'apprendre les langues étrangères. Et personne ne pourrait jamais s'en tirer qu'un mensonge. Voilà. Non mais le pire, là je mets les rieurs de mon côté, mais allez sur le site, ça se voit. Et le problème, et les mails pathétiques et désillusionnés que je reçois, c'est que des cadres supérieurs de la fonction publique suivent des stages de ça. Voilà, donc je vais dire, après, il faut être sérieux, quoi, mais on ne peut pas vendre comme scientifique. Ma critique, elle est là. On vend là comme scientifique des choses qui ne sont pas scientifiques, et c'est un petit peu la chauve-souris de La Fontaine. C'est-à-dire, à l'université, on n'est jamais venu débattre de tout ça, et pour cause, je pense qu'on exploserait en vol rapidement. Je vais vous montrer tout à l'heure leur méthodologie. Et en entreprise, on vend pour scientifique des choses parce qu'il y a logis, logos à la fin du nom. Et je trouve que l'ambivalence, elle est un petit peu, elle porte à caution à mon sens. Voilà. Alors regardez de même. Que révèle le non-verbal de DSK? La tristesse d'Anne Sinclair. Alors celle-là, elle est fantastique. Lorsque la princesse tire la langue, en synergologie, 8 mouvements de langue sont répertoriés, permettant de comprendre quelle émotion éprouve la personne. Donc, la prochaine fois que vous êtes devant un interlocuteur, concentrez-vous sur sa langue, si tant est que vous la voyez, et sans vous faire rire, vu que vous avez appris quels sont les 8 mouvements de langue différents, je ne vais pas vous le faire là en live, ça sera un petit peu dégoûtant, mais en tout cas, voilà, bon. Donc, vous voyez qu'on en rigole assez rapidement, mais je comprends le désarroi de cadres dont les directions ont validé le fait de suivre ce genre d'ânerie. Voilà. Quand Hollande remercie Sarkozy, voilà, et donc on... Et alors ça, c'est incroyable aussi. Alors regardez le deuxième paragraphe. Et alors le deuxième, vous arrivez à le lire ou pas? Non, j'y arrive pas non plus, mais c'est un truc incroyable. Alors n'oublions jamais que tout... Non, j'arrive pas à le lire. Mais on mêle du sensiromoteur, du cognitivo-motrice, machin, enfin on fait une espèce de grand magma pseudo-scientifique, et puis c'est le grand principe de Nietzsche, troublons les eaux afin de croire qu'elles sont profondes, hein, afin de faire croire qu'elles sont profondes, et donc c'est vrai que... Voilà, et puis alors ça c'est un autre, alors c'est lui qui m'avait envie de l'être recommandé parce qu'il n'était pas content, donc ça c'est la morphogestuelle, voilà un outil sans égal d'analyse et d'interprétation. Voilà, ce que je veux vous dire c'est qu'il y a énormément de pseudo-sciences, qui à la lisière de l'académie prospère, et donc font commerce de tout ça, vous voyez, et voilà, un expert reconnu en analyse du comportement observable et en élaboration de profils comportementaux. Alors lui, je m'étais procuré ses supports de cours en gendarmerie. Je m'étais procuré ses supports de cours à cette personne.
Alors, par contre, lui, il est invité au journal de 20h de Claire Chazal. Je vous parlais tout à l'heure, les médias en quête de sens. Il y a quelques années, Ben Laden n'était pas encore mort. J'ai la séquence. Et donc, on voit Ben Laden parler. Et on se demandait si c'était Ben Laden ou un sosie. Et bien, lui est venu quand même un dimanche soir chez Claire Chazal dire que c'était le vrai. Parce qu'il analysait des parties du visage, etc. Alors, ce matin, j'ai vu un autre extrait de Lie to Me, vraiment problématique. L'homosexualité est repérable sur le visage des gens, disent-ils. Et à un moment, le type qu'on a vu dit, bah oui, c'est très facile, l'homosexuel, tu le repères sur le visage. Parce qu'il y a un moment, il y a... Bon, oui, donc c'est vrai que... Comment s'appelait ce photographe italien, Lombroso? C'est le père de la photographie anthropométrique. Bah, c'est toujours les théories de Lombroso, non? Il y a un Italien qui, dans les années 30, et puis vous voyez sur quoi on peut retomber facilement, à faire des catégorisations sur la base de profil, de morphotypes, etc., etc. Et donc lui a quand même été invité chez Claire Chazal pour expliquer que c'était le vrai Ben Laden sur la base de ses travaux scientifiques qui n'en sont manifestement. Regardez le même, vous voyez. Donc il y a tout un ensemble de stratégies, il y a tout un ensemble de stratégies d'entrisme dans les médias, regardez, sur Europe 1, etc., et on essaie. Et la légitimité, vu qu'on ne l'a pas par les titres académiques, vu qu'on ne l'a pas par les articles classés et les colloques, eh bien on l'a par les médias. Et c'est vrai que les médias sont... J'ai vraiment analysé par le menu leur stratégie de légitimation et de reconnaissance, et c'est vrai que les médias eh bien, offrent une excellente... voilà. Regardez, conférence, les gestes, ce langage non verbal, donc c'est toujours le même. Et puis là, c'est drôlatique, hein, puisque vous voyez Ségolène Royal il y a quelques années avec Mahmoud Abbas. Et regardez, vous avez vu qu'il reboutonne son veston? Vous ne l'aviez pas vu. Et bien lui, il l'a vu, le spécialiste de la grammaire gestuelle. Et que vous dit-il? Curieusement, le président palestinien reboutonne en même temps son veston de la main gauche, ce qui signifie que cette visite officielle le contrarie ou le gêne. Voilà. Donc vous voyez que c'est affligeant, c'est affligeant. Alors, quand les obsédés gestuels ramènent leur science, pour le meilleur et pour le pire, et pour le rire, serais-je tenté de dire, alors d'abord, leur objet, il est flou et fluctuant, et ils n'ont aucune méthode. Alors, ils vont parler de grammaire gestuelle, ils vont parler de gestualité, ils vont parler de langage non verbal, mais on ne sait jamais exactement de quoi on parle. On ne sait jamais exactement quel est l'objet, finalement, que l'on va étudier. Alors, leur objet, il est flou, hein, et ils n'ont pas vraiment de méthode. Alors, on est en permanence, vous l'avez vu dans les quelques extraits que je vous ai montrés, sur des généralisations permanentes. Vous avez entendu Lie to Me. Ces visages disent quoi? Ils parlent. Et la tristesse, le dégoût sont toujours les mêmes. J'ai fait pipi assis jusqu'à 10 ans. T'as vu, t'as été surprise. Eh ben, un pygmée, un Suédois ou un Sud-Africain, mais quel Sud-Africain, exprimerait exactement la surprise de la même manière. Hein, ce qui, à mon avis, est largement sujet à discussion, pour le moins, si on lit un tout petit peu les anthropologues. Voilà. Donc, généralisation permanente, argument d'autorité. Donc, ils affirment des choses, et puis on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est du comportementalisme niais, en fait. Hein, puisqu'on va arrêter un film, on va faire un arrêt sur image sur Claire Chazal, et puis on va dire, vous avez vu, la paupière, elle a un peu descendu, vous avez vu son épaule, elle a un peu remonté, etc. Et voilà ce que ça veut dire sans coup férir. Alors, des arguments pré-scientifiques, hein, puisque c'est vrai qu'on est en permanence dans une espèce de rhétorique très scientifique, des références hallucinantes. J'ai l'impression chez certains d'entre eux qu'ils ont tapé dans un dictionnaire de citations, mais j'en suis sûr, gestualité, langage non verbal, et tout ce qui remontait en citation, ils l'ont mis dans leurs ouvrages. Mais il y en a, le premier livre de la synergologie, ici, Charles de Gaulle, le Mime Marceau, Isabelle Adjani, Gregory Bateson, tout ce qui remonte comme, tout ce qu'ils ont pris dans leur filet comme citation sur le non-verbal, à un moment, ça se retrouve dans le bouquin, finalement. Donc des références hallucinantes. Et puis, bien sûr, et c'est la chose la plus importante, la culture des individus, l'éducation, le contexte de production de la gestualité, et puis surtout le discours sont totalement évincés. Alors Turchet, père de la synergologie, se réclame de la science et revendique une méthodologie rationnelle et rigoureuse. Et voilà ce qu'il explique. Tout ce que propose la synergologie a été validé, notamment par l'observation, méthode empirique de Bonalois. Au début de mon travail, j'ai fait passer à peu près, alors là les choses se gâtent d'un point de vue méthodologique, à peu près 350 entretiens vidéo à des personnes à qui je demandais « Qu'attendez-vous de la vie ?» Vaste programme. Je me suis aperçu que lorsqu'on est en situation de bien-être et qu'on se laisse aller,
Alors, il faudrait déjà qu'on me dise d'un point de vue méthodologique comment on va qualifier que quelqu'un est en situation de bien-être dans un premier temps et qu'elle se laisse aller ensuite. On montre par exemple davantage l'œil gauche, on penche plus la tête à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc la méthodologie, c'est comme ça qu'elle se donne sur les sites. Donc voilà, et donc il dit en bas, tout ce qui constitue la synergologie est basé sur des entretiens vidéo dont on ne sait jamais à peu près rien, mais aucune preuve de cette étude, aucune publication, aucun colloque académique. Et alors maintenant, je vais vous dire quelque chose de très grave. Je suis enregistré? Allons-y. Ce monsieur, il est en train de finir une thèse de doctorat. Ouais. Alors, je ne dis pas que j'y suis pour quelque chose, mais j'ai l'immodestie de penser que je suis quand même... Vous voyez le truc? Parce que le procès que je fais depuis des années, c'est d'illégitimité académique. Alors, je peux vous le retrouver, c'est dans mon ordi, j'ai le nom des co-directeurs, c'est entre Montréal et Paris 10 ou 13, et donc j'ai le sujet. Il n'y a pas le mot synergologie dans le sujet de thèse, mais on est dans les interactions non verbales. Et que dira-t-il le jour où, dans quelques mois, ou quelques années, la thèse aura été soutenue? Que dira-t-il? Il dira, monsieur Lardelier, maintenant je ne vous dois aucun compte, donc arrêtez. Vous voyez le truc? Bon. Voilà, on va continuer, mais alors là, on est un peu chez Desmond Morris, le zoo humain, regardez. John McCain et Barack Obama se serrent la main à 6 reprises lors des 3 débats présidentiels américains. Barack Obama, le vainqueur, met en œuvre une attitude corporelle naturellement attribuée au dominant dans 100% des cas. Donc c'est vraiment le zoo humain, le dominant. Lorsque 2 personnes sont en contact, le dominant est celui qui touche naturellement le plus souvent ou le plus longtemps la personne qu'il considère comme lui étant subalterne. C'est la preuve qu'au-delà des codes appris, le dominant réel, alors le dominant réel, ça va loin quand même hein, dans les implications de ce qu'on pourrait dire de ça, le dominant réel, en l'occurrence ici Obama, a intégré naturellement, qu'est-ce que c'est qu'intégrer naturellement? A intégré naturellement et plus en profondeur ces messages instinctifs. Il y a à dire hein, sur cette phrase, je crois. Hein. Voilà, donc Cal Lightman, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc au feuilleton Lightman. Donc les analyses de Lightman, elles sont placées sous le triple saut. Bah, le héros de la série, on ne l'a pas vu en l'occurrence. Mais donc Lightman, certains le connaissent. Donc les analyses qu'il fait dans la série, elles sont placées sous le sceau de l'universalité. Tout ce qu'il dit, on a la certitude absolue que c'est universel. Ensuite, de l'infaillibilité. Il arrive en une fraction de seconde à analyser des choses et sans coup férir, c'est la vérité de la personne. Donc il n'est jamais remis en question. Et puis surtout de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'en permanence, les analyses de Lightman sont universelles, infaillibles et instantanées. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Et si là, on n'est pas dans des postures de gourou, il faudra m'expliquer chez qui on est. Alors, pour revenir à la série que j'évoquais tout à l'heure, il surinterprète tout, bien sûr. Il hyper-rationalise ses intuitions. Et puis, il fétichise ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc, les signaux faibles, ça va être les micro-mouvements, ça va être le fait que la gorge va... Voilà, donc c'est tous ces micro-mouvements qui nous échappent, ces micro-manifestations, très souvent mimofaciales, et donc il va les fétichiser. C'est-à-dire qu'en permanence, ils vont prendre le fait que quelqu'un va cligner de la paupière, va bouger un peu l'épaule, et on va hyper-rationaliser, fétichiser tout ça. Et puis, alors, systématiquement, dans Lie to Me, on montre des photos de Bill Clinton, de George W. Bush, de Nicolas Sarkozy, vous l'avez vu tout à l'heure. Et à partir d'une image, hop, c'est l'administration de la preuve. Finalement, voilà, l'image, ça veut dire ça. Donc, voilà. Alors, finalement, et c'est là qu'on retombe sur une critique un peu plus sociale de tout ça, eh bien, on passe d'un idéal de relation efficace à une idéologie relationnelle libérale. Dans un premier temps, parce que les relations, c'est la guerre, et notamment la guerre froide. Hein, systématiquement, on est dans une posture de combat, dans un jeu d'échecs avec autrui. On est dans un jeu d'échecs et c'est toujours un peu, si on écoute ces pseudo-scientifiques, à malin, malin et demi. Tu vas faire des gestes, tu vas dire des choses, mais moi je sais lire et j'aurai toujours un coup d'avance sur toi. Et la logique qui prévaut, c'est un peu celle-là. Hein, donc, voilà. Donc, on cherche en permanence à prendre l'ascendant, à décrypter, voire à manipuler autrui, délibérément. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il me semble que c'est un discours de gourou qui va en permanence prescrire, donc conseiller, et proscrire, donc interdire, à des fins d'efficacité, de rendement et de rentabilité. Et c'est en ce sens qu'on peut considérer que cette pseudo-science consacre le libéralisme à l'assaut des relations. Hein, c'est qu'on est dans une posture relationnelle qui va être celle du libéralisme, rentabilité, rendement, efficacité, transparence. Donc c'est tout un ensemble de
précepte. Et puis surtout, et c'est pas pour rien que je pose tout ça en contrepoint à Goffman, surtout, bien sûr, ce sont des relations déritualisées, puisque les rites d'interaction, les civilités n'ont plus aucun sens pour ces gourous et ces pseudo-scientifiques. Donc les relations sont complètement déritualisées, elles sont décontextualisées, quel que soit le contexte formel, informel, etc., votre visage et votre gestualité va dire toujours la même chose. Donc elles sont décontextualisées, et puis à certains égards, elles sont désociologisées, puisque la dimension sociale et sociologique n'a plus aucune importance. Alors le sens du non-verbal, je parle devant un spécialiste, enfin pas qu'un, mais je parle devant un spécialiste en tout cas, eh bien l'approche me semble être, c'est la très célèbre scène de la cigarette de Doris, où on va passer 4 années à analyser 17 ou 18 secondes. Là, vous avez vu que ça va un peu plus vite quand même les analyses. Donc on est plus dans la scène de la cigarette de Doris. Donc d'abord, l'approche me semble devoir être empirique, on se fonde sur des observations, contextuelle, les choses me semblent prendre sens et naissance dans un contexte d'interaction, et le contexte nécessairement va donner une coloration à la gestualité, culturelle, parce que je persiste à penser que selon l'origine culturelle des gens, il y a peut-être des différences notables qui peuvent se faire jour, et voilà. Et donc, je pense que cette dimension empirique, contextuelle, culturelle et conjecturale, c'est que, à mon avis, et c'est ce que disait Philippe Gildas en disant « Monsieur, je ne vous permets pas de me juger », c'est que finalement, on est toujours dans les conjectures et dans les suppositions. Bien malin est celui qui a la certitude absolue, me semble-t-il, de lire à livre ouvert dans autrui. En tout cas, j'ai du mal à considérer qu'on puisse, sans coup férir, savoir quel est le sens de la gestion. Alors bien sûr, il y a aussi tous les gestes conventionnels, dont ne tiennent aucun compte tous ces pseudo-scientifiques. Au revoir, on va se téléphoner. Donc tous ces gestes conventionnels ne sont pas vraiment pris en compte. Pour eux, le geste, c'est forcément quelque chose qui va trahir un interlocuteur, mais la dimension culturelle et conventionnelle des gestes n'est quasiment jamais prise en considération. Bien sûr, la complexité et la modestie obligée de toute approche de la gestualité. Et puis, c'est vous, Jacques Cosnier, qui m'aviez dit ça chez vous, et je ne l'ai jamais oublié. Il me semble que le non-verbal se résume à dynamogésie énonciative, vous vous rappelez, et échoïsation empathique. Voilà. Alors quand je ressors ça dans les colloques, ça fait bien, mais en tout cas, j'ai toujours une pensée pour vous, et je vous cite toujours. Mais en tout cas, oui, vous aviez raison. Dynamogésie énonciative, quand on parle, eh ben on parle avec les mains, il n'y a pas que les Italiens pour parler avec les mains, comme le dit le Café du Commerce. Donc quand on parle nécessairement, on va accompagner la parole avec la gestualité. J'en veux pour preuve que même quand on parle au téléphone, on fait des gestes quand même, alors qu'on n'est pas en situation d'interaction directe. Et puis dynamogésie énonciative, et c'est le fondement du mimo-facial. C'est-à-dire quand on est devant quelqu'un, on va aider l'autre à parler en faisant des signes, en manifestant des signes d'intérêt, d'attention, de désapprobation, mais en permanence, le mimo-facial va exprimer des choses qui vont, dans un processus interactionnel, me semble-t-il, faire qu'on est plus dans une approche processuelle que là, on va arrêter une image, ça n'a aucun sens, je trouve, d'un point de vue méthodologique. Arrêter une image et puis dire ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et puis bien évidemment, la synchronisation non verbale et la dimension kinésique qui se fondent sur une synchronisation non verbale et qui me semble être très importante aussi. Alors, finalement, ces auteurs, eh bien, est-ce qu'on est dans l'interaction? Vous en avez marre, je vois. Je l'ai vu dans votre non-verbal. Ouais. Vous m'aviez prévenu, ne vous inquiétez pas. Vous avez deviné que vous allez... Vous m'aviez dit 3h30. Au revoir. Au revoir, merci. Donc, alors, être dans l'interaction ou être au-dessus d'elle, c'est une question méthodologique, mais aussi théorique, que posent finalement tous ces auteurs. En tout cas, il me semble que ces gourous condamnent à une posture schizoïde, car en effet, d'abord, comment font-ils pour être dans l'interaction avec autrui, mais pour l'analyser et être comme un ange au-dessus de celle-ci? Vous voyez le truc? C'est-à-dire qu'en permanence, ils sont dans l'interaction, et naturelle, et ils captent des détails qu'ils analysent pour s'adapter. Alors, de même, et si on fait semblant, ça ne marche plus, toutes ces théories. Et si on joue, on ne joue pas de jeu. Et si on joue un jeu, vous voyez ce que je veux dire? C'est que finalement, ils vont partir du principe que l'une des deux personnes, elle est victime de sa gestualité. Mais il y a la maîtrise des émotions,
Elias et tant d'autres ont écrit là-dessus. Il y a la maîtrise d'émotion, il y a la face que l'on doit garder. Et si on se met à jouer un rôle, et ça nous est tous arrivé, en situation d'interaction, de se dire je vais jouer un rôle, je vais jouer la belle indifférente, ou je vais lui manifester ma désapprobation en étant un peu désagréable, etc. Donc si on joue un rôle délibérément, eh bien effectivement, toutes ces théories, toutes ces analyses tombent à l'eau. Voilà, donc en tout cas, je le disais tout à l'heure, vous aussi vous en avez assez, il faut que je me dépêche de finir parce que je vais être tout seul dans un tout petit moment. Merci, au revoir. Bonne continuation. Voilà, et ça je l'avais dit aussi. Alors, est-ce que tout ça c'est un danger pour les sciences sociales, toutes ces théories? Alors, d'abord, c'est ma discipline qui est en première ligne, puisque c'est la communication qui est impactée. Puisque finalement, de près ou de loin, qu'est-ce qu'on vend? C'est une communication meilleure. Hein, donc c'est vrai que finalement, c'est l'image de la communication comme science qui est impactée, me semble-t-il, par ces théories. Alors, je pense qu'ils dispensent une image de la communication désastreuse dans des sphères sociales, médiatiques, politiques. Vous savez que la plupart des hommes politiques ont des conseillers en gestuelle. En tout cas, il y a pas mal d'hommes politiques qui suivent ce genre de stage afin de prendre l'ascendant sur la foule, d'être dominant, etc. etc. Ça avait même donné des excès. Le vieux Jacques Chirac, enfin le Jacques Chirac tardif, non je ne parle pas du Jacques Chirac actuel, mais à un moment juste avant la fin de son deuxième quinquennat, il avait suivi trop de stages. Je me rappelle qu'on ne voyait plus que ça. Alors, on voyait Jacques Chirac qui nous parlait comme à des débiles, quoi. Car il était là, bonjour, comment allez-vous? En effet, je vous ai compris. Oui, à un moment donné, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Donc les hommes politiques suivent pour la plupart d'entre eux des stages, et ne s'en cachent pas d'ailleurs. Hein. Et il y a énormément d'argent à gagner, d'ailleurs je le sais, en média training d'hommes politiques. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver le bon créneau, vous gagnez énormément d'argent à coacher des hommes politiques qui n'ont pas trop confiance en eux, pour leur apprendre comment mieux parler, mais aussi pour leur apprendre à utiliser une gestuelle dont on leur dit qu'elle va captiver les foules. Et quand on parle de personnes ayant une gestuelle captivant les foules, vous voyez quand même à quoi ça renvoie. Ça renvoie aux années 30 et aux années 40. Et ça renvoie à la gestualité outrée de qui vous savez. Hein, donc effectivement, je crois qu'il y a quand même parfois des dimensions un petit peu sulfureuses dans tout ça, une fois qu'on a dépassé le fait qu'on ne peut qu'en rigoler. Oui, mais derrière... vous avez tous vu ces films où on voit Hitler, Mussolini, avec une gestualité très martiale, très théâtrale, et on vend, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas corriger les tics gestuels de personnes s'exprimant en public, c'est une chose, mais après commencer à dire c'est comme ça qu'on va prendre l'ascendant, qu'on va dire, ça me semble, on peut être sur une pente un peu glissante. Voilà. Et je disais tout à l'heure, est-ce que demain nous serons tous coupables du délit de sale geste? En tout cas, c'est une question qui se pose. Mais en tout cas, il travaille activement, tous ces pseudo-scientifiques, à l'institutionnalisation de ces théories. Alors, savez-vous qu'avant sa mort, Messinger, avant sa mort, il avait un séminaire à l'ENA. Il tenait un séminaire à l'ENA, quand même. Et il y a quelques années, je suis passé à HEC. Non, moi, je suis allé à l'ENA. Non, il avait un séminaire à HEC, à Juillan-Josas. Et donc, je suis allé il y a quelques années à l'ENA, à Strasbourg, et ils suivent des stages de synergologie, nos futures élites. Oui, et c'est un entrisme, et c'est pour ça que je voulais vous sensibiliser sur ça, que je vais refaire mon livre, et que je vais lui donner une dimension la plus grand public et médiatique possible, c'est qu'il y a un entrisme délibéré, et dans les médias, je vous l'ai prouvé, et dans les grandes institutions. Vous voyez? Voilà, et je pense qu'effectivement, il faut combattre ces pseudosciences avec les armes de la science, puisque ce sont des sciences qui en sont singulièrement dépourvues, d'assises théoriques, méthodologiques et épistémologiques, et parfois avec le simple bon sens. Alors, pour autant, eh bien, regardez une table de rayon sciences sociales à la FNAC, et vous avez Kaufmann qui cohabite avec les mémoires du fils de Louis de Funès. Enfin voilà, vous allez dans n'importe quelle FNAC et vous allez au rayon sociologie ou psychologie. Et vous regardez ce qui se vend et vous regardez le mélange des gens. Tiens, regardez, ça c'est intéressant aussi. Dans Voici, on ne peut pas dire que ça soit le New York Times, eh bien dans Voici, vous avez côte à côte Jean-Claude Kaufmann, directeur de recherche au CNRS, et Joseph Messinger, feu Joseph Messinger, comment décoder le langage du corps. Et vous avez un effet d'écrasement de la science quand même, avec un directeur de recherche au CNRS à qui on n'avait probablement pas dit à côté de qui serait, et vous avez une captation de légitimité de l'un par l'autre, oui ou non? Parce que l'un peut se prévaloir d'être dans les mêmes colonnes, en plus,
à surface égale avec quelqu'un qui est directeur de recherche au CNRS. Voilà, donc c'est tout un ensemble de stratégies sur lesquelles je voulais vous sensibiliser. Et pour conclure, eh bien, on va fermer cette parenthèse des pseudosciences du non-verbal. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble intéressant et important. Et vous la connaissiez pas, cette photo de Goffman, si? Vous la connaissiez, vous, je pense que vous connaissez beaucoup, et beaucoup plus que moi sur Goffman, mais en tout cas, c'est une photo assez rare, m'a-t-on dit, assez rare. Et donc voilà, et le livre, ma chère Christine, si on avait programmé ce séminaire en juin, et si j'étais bien à la place d'Yves Ouinquin aujourd'hui, bah, je vous aurais apporté le livre. Mais bon, il est en relecture, il est même en fabrication, vraiment. Il paraît sinon dans les jours du moins, dans les semaines à venir. Alors, bien évidemment, vous avez compris que tout ce que je viens de vous dire pendant 3 quarts d'heure, c'est en contrepoint d'une approche goffmanienne, puisqu'on est aussi sur l'interaction, bien sûr, mais là, on était jusqu'ici dans des approches complètement, je vous l'ai dit tout à l'heure, complètement déritualisées. C'est-à-dire que la dimension rituelle, la dimension formelle au niveau de forme et la dimension des cadres de l'interaction, elle est complètement balayée et méprisée par tous ces pseudo-scientifiques qui vont fétichiser une image et qui, à partir de ces images, vont construire des analyses universelles. Alors, apparaître mi-mai, hein, et c'est vrai que je pensais vraiment venir avec le livre, et puis la vie en a décidé autrement. Alors le projet c'était quoi? Eh bien le projet c'était tout simplement, et je vais switcher sur un dernier PowerPoint, qui est là, voilà. Alors déjà, le projet c'était d'interroger, et après je vais vous passer de très très belles images, et on s'arrêtera et on se quittera, bons amis je l'espère, sur ces images, car vous allez voir que j'ai fait un montage assez sympa avec une photographe. Donc le projet c'était d'interroger l'actualité d'Erving Goffman. Bon, c'est un auteur qui est tout sauf en déshérence, hein, puisqu'il y a une actualité notamment anglo-saxonne immense sur Erving Goffman. Il suffit de taper Erving Goffman sur Google et vous pouvez remonter des millions de réponses de séminaires. Daniel Seyfaï a fait l'année dernière un très beau bouquin à Paris, à l'EHESS, auquel a participé Yves Ouinquin. Donc il y a eu la retraduction de je ne sais plus quel ouvrage. Quand il y a eu à l'EHESS l'année dernière, un très très beau séminaire qui a donné un bouquin aussi. Et donc le projet, c'était d'interroger l'actualité de Goffman dans la perspective des sciences de l'information et de la communication. Étant entendu qu'au sommaire du livre qui va paraître, il y a des personnes qui sont issues de l'éthologie, de l'anthropologie Le Breton, de la sociologie Javot, de l'anthropologie Yves Ouinquin, mais vous allez voir que le gros des troupes est aussi des personnes qui viennent des sciences de l'information et de la communication. Et donc l'originalité, c'était vraiment de... Alors la couverture du livre, ça sera ça. Donc c'est un montage qu'a fait une amie photographe justement autour de la mise en scène du quotidien, de la mise en scène de la théâtralité de la vie quotidienne. Et est-ce qu'on peut éteindre à la base, Christine? Merci. J'ai presque fini. Oh, ça va être beau. Alors, Goffman de l'interaction à l'institution. Alors, déjà, je le dis dans l'introduction théorique de l'ouvrage, hein, c'est une œuvre et un héritage conceptuel d'une incroyable actualité. Alors, vous savez qu'il y a des classiques qui, à un moment donné, deviennent datés. Il y a des classiques, des auteurs classiques, et Goffman en est un, et à un moment donné, deviennent datés. C'est-à-dire qu'on se dit que ça devient un petit peu obsolète, que les grilles de lecture ont changé, etc. Et je partais du principe, en organisant ce séminaire, qu'il y a non seulement une formidable actualité à Goffman, mais mieux, soit dans l'œuvre de Goffman, on trouve des thèmes qui prennent leur pleine dimension désormais, soit de nouveaux objets, de nouveaux terrains sont apparus, qui, je vous parlais tout à l'heure des nouvelles technologies, trouvent avec la grille conceptuelle de Goffman, avec la boîte à outils conceptuelle de Goffman, une incroyable pertinence dans l'analyse que ça... Alors, par exemple, les études de genre, hein, puisqu'on lit l'arrangement des sexes de Goffman, hein, qui a une 50aine d'années et qui préfigure, me semble-t-il, les études de genre, peut-être pas outre-Atlantique, mais en tout cas ici, hein, qui va leur donner un background, les civilités ou la question des incivilités dans notre société, si on prend acte de la dimension sacrée, de la face d'autrui, de l'offense territoriale, etc., la question problématique des incivilités dans notre société, je crois qu'elle peut être relue, justement, à travers les grandes grilles goffmaniennes, et puis la question des tics. Hein, et c'est vrai que si les cadres de l'interaction ne sont plus les mêmes en ligne, eh bien en ligne, il y a certains des préceptes goffmaniens qui restent
encore une fois, très très actif. Hein, et c'est vrai que autrui, en tant que présence, n'est plus dans l'interaction sur Internet, mais il y a en tout cas des tas de manières pour autrui de manifester sa présence et de manifester le respect qu'on lui doit, etc., etc. Donc une boîte à outils, armant le regard sur la vie de tous les jours, une œuvre à entrée multiple, bien sûr, de l'interaction à l'institution. Et puis, et Yves Oinquin l'explique très bien, le corpus de notions de Goffman sont très facilement mobilisables. Alors, la boîte à outils goffmanienne, bon ben, la vie sociale comme une scène, et on va pas sur là, c'est les plus grands, l'approche la plus classique possible. Donc la boîte à outils, la vie sociale comme une scène, engagement et par engagement, les rites d'interaction et la civilité, la mise en scène de soi, bien sûr la scène et la coulisse, le territoire du moi, la situation sociale, le stigmate, et puis l'institution totale. Voilà, et donc Bourdieu nous disait que la sociologie est un sport de combat, enfin c'est pas tout à fait lui, c'est Pierre Carl, mais en tout cas, pour Goffman, la sociologie est un sport de plein air. Et il y a un formidable texte de Yves Oinquin qui ouvre le livre après mon introduction, et c'est Goffman, marcheur urbain. Et en fait, d'abord il explique comment les analyses de Goffman sont celles d'un petit homme, de la classe moyenne américaine des années 50, et à la fin il fait quelque chose d'absolument incroyable, il explique que si les dizaines de morts qu'il y a eu pour le Nouvel An en Chine ou à Hong Kong, vous savez, il y a eu des mouvements de foule à Hong Kong pour le Nouvel An, il y a eu des dizaines de morts. Et Yves Oinquin explique que c'est des gens qui finalement n'avaient jamais appris à interagir ensemble, en public, dans des contextes de forte densité urbaine. Et il émet, du verbe émettre, une hypothèse incroyable. Il dit que si les gens s'étaient connus, sans se connaître, avaient connu les logiques d'interaction sociale et urbaine, il n'y aurait pas eu autant de morts qu'il y en a eu. Mais il explique qu'il y avait des touristes, des gens de tous les pays, des gens qui venaient des villes, de la campagne, et qu'on met ces gens ensemble, et que quand il y a un début de mouvement de foule et de panique, les gens se sont piétinés, etc., parce qu'ils n'avaient pas les clés de l'interaction urbaine. Et il finit son article là-dessus. Il y était, lui. Il était avec son fils, et il explique dans l'article, à un moment, il a vu que ça partait mal. Et il dit, je sens pas cette foule, il y a trop de gens, c'est erratique, etc. Et il explique ça, et c'est une analyse vraiment exceptionnelle, je trouve, dans la formulation de l'hypothèse, et puis dans la manière dont il va l'analyser. Alors, toutes les photos viennent après, donc des interactions bien réglées et huilées par le rite comme forme sociale. L'ordre de l'interaction est d'abord un ordre social. Rôle, place, fonction, hiérarchie sont posés ou imposés et doivent être respectés, reproduits dans les interactions. Et Goffman, grand amateur de photos sociologiques, et vous allez voir que dans la présentation que je vous propose maintenant, il y a un petit peu de distance au rôle, pour le dire encore une fois, comme Goffman. Voilà, et on va finir donc par le déroulé de ces images, qui sont à considérer dans la perspective que je viens de vous donner, et bien comme des images mettant en scène l'ordre social, donc les logiques de genre. Alors celle-là, elle est très très drôle, je trouve. Épilation et ongles. Alors c'est toutes des photos qui ont été faites à Lyon, parce que ladite photographe qui est roumaine au demeurant vit à Lyon. Donc regardez, Institut de beauté avec les supporters d'une équipe de foot juste devant, et ça me semblait quand même assez drôle. Les hiérarchies, la place à laquelle nous sommes plus ou moins astreints, les rôles que nous devons jouer, les fonctions que nous devons occuper. Alors situation sociale, interaction, engagement et surtout par engagement, regard social, symétrie interactionnelle et prévisibilité des comportements, neutralisation des affects et ressources sûres, hein, donc ce que les sociologues canadiens appellent la perlure vacante, donc toutes ces paroles fatiques qui permettent d'éviter l'embarras, dont Goffman disait que c'est la sensation sociale la plus souvent partagée, et donc des images qui me semblent révélatrices. Alors celle-là, elle est bien sur situation sociale. Donc il y a la mariée qui pose, il y a les photographes qui rayent leurs appareils, et puis il y a le marié qui téléphone. Et donc sur situation sociale, celle-là, elle me semble vraiment excellente. Celle-là, elle est bien aussi. Sur le moine avec derrière lui le regard social, en quelque sorte.
Et puis, là aussi, mise en scène de la vie sociale, théâtralisation des comportements, regard social, symétrie, celle-là elle est très forte, c'est à Bucarest, symétrie des comportements sociaux. Et dès qu'on entre en public, les acteurs entrent en scène, au propre comme au figuré, valoriser et prélever sa face, qui est d'essence sacrée, jouer le jeu des apparences, entrer dans un rôle qui est assigné, le ritualiser, voire l'exacerber, et toujours faire bonne figure. Alors celle-là, elle est extraordinaire, regardez. Donc, et c'est à l'angle de la rue Neuve, c'est à Lyon, vous savez où c'est? Tu sais où c'est? C'est à l'angle de la rue Neuve et de la place Saint-Nizier. Et donc, il y a des soins de lui, Institut de beauté pour hommes avec la Sainte Vierge devant. Donc là, celle-là, je la trouve extraordinaire. Au niveau de... Je la voulais pour la couverture, et puis bon, on a opté pour l'autre. Mais en tout cas, voilà, la sacralité de la face, elle me semble quand même bien exprimée par celle-ci. Mise en scène de la vie sociale aussi. Hein. La vie sociale comme scène, il y a les scènes sociales assumées, puis des scènes implicites, mais bien réelles, dans les effets qu'elle recherche. Qui dit représentation dit scène et coulisses, exacerbation de la gestualité, cérémonieuse à nos corps défendants, mise en scène de soi et de la relation, et ritualisation. Alors les scènes connues, pour lesquelles on paye cher, les scènes institutionnelles, auxquelles on a tous sacrifié. Alors, l'escalier de la mairie de Dijon un jour ordinaire, l'escalier de la mairie de Dijon le jour où François Hollande est venu. Non mais c'est vrai en plus, j'habite à 50 mètres de ça. Donc vous avez l'escalier qui est d'ailleurs un très bel escalier historique, et le jour donc, de la visite de François Hollande, donc, vous avez l'escalier d'apparat. Et bien celle-là, elle est extraordinaire quand même, sur scène et coulisses. Hein, donc les bonhommes, vous savez, qui font des... Voilà, qui sont en train de fumer leur clope, alors que la personne passe devant. Donc pareil, la mise en scène médiatique bien connue. Ça, c'est la rue. Ben, c'est à Saint-Jean, ça. Hein. Saint-Jean. Voilà, les terrasses, bien sûr, qui sont le mec plus ultra de la scène urbaine. Donc ça, c'est pas la rue des Marronniers? Oui. C'est ça? Et celle-là, je vous l'ai déjà montrée. Et celle-là, elle est très très drôle, à chacun son regard. Celle-là, c'est sûr, elle est drôle, celle-là. Elle est excellente, cette photographe. Donc sur le pont des Arts, avant qu'il n'enlève les cadenas, parce que maintenant il y a des plexiglas. Ah, et donc celle-là, je la trouve assez... Voilà, un regard moins futile qu'il n'y paraît, ou l'art de faire du bon pain avec des miettes, être normal donc dans la norme, prévisible surtout, la prévisibilité des actions sociales, mais s'il y a stigmate déviance, l'institution corrigera ou soignera ce qui doit l'être, tout en préservant l'individu et la société. Voilà, donc l'individu qui n'est pas tout à fait normal, au propre et au figuré, l'institution, le palais de Ceausescu, hein, donc ça c'est quand même l'institution totalitaire dans toute son horreur, et puis ça c'est Montluc, je crois. Et la vie sociale comme scène permanente avec des instances sensibles et des principes phénoménologiques. Oh, ça c'est votre mot. Hein. Le regard, le rite, la représentation qui ne s'arrête presque jamais, le monde est un théâtre. Et donc ça c'est vraiment des gens qui posaient pas, m'a-t-elle dit. Quand elle m'a donné cette photo, j'ai dit c'est pas possible, c'est à Bucarest, je lui ai dit les gens, elle m'a dit non. Elle m'a dit la fille blonde était là, l'autre au fond, elle m'a vu soudain, et le type sort du resto, mais il posait, c'est une photo spontanée. Et c'est vrai que j'avais du mal à penser que c'était une photo qui n'était pas posée. Voilà, j'ai terminé mon parcours. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous ai dans un premier temps parlé de mon parcours, ensuite je vous ai parlé de ce sujet intéressant et sensible, le décodage du non-verbal et les limites, voire les forfaitures auxquelles il donne lieu, puis dans un troisième temps, je voulais cette petite parenthèse goffmanienne, texte et image. Voilà, merci infiniment.